Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'heure de trancher les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous tellement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et ce premier épisode de nos Power Rankings. Tout au long de la saison, on va faire ces petits points d'étape, l'occasion de prendre un petit peu la température et au fur et à mesure qu'on approchera des moments décisifs de la saison, ce sera intéressant de revisiter quel est notre top 10 du moment, les 10 meilleurs clubs d'Europe. À date, on est le 23 octobre 2025, on en parlait un petit peu en off avec Stan, ne serait-ce que par rapport à il y a une semaine. Ça a déjà bougé dans nos classements, mais là, ça fait 2 mois et demi que la saison a repris. On est à peu près à un quart des championnats. Il y a des championnats qui ont joué à 8 journées, 9 journées, 10 journées. On a joué 3 journées de Champions aussi. On a vu pas mal d'équipes, en gros, jouer à 10, 12, presque 15 matchs. Et donc, ouais, c'est l'occasion de se pencher un petit peu sur ce qu'on a vu pour l'instant, faire un premier bilan. Qui sont les 10 meilleurs de 10 à 1? Et déjà, Stan, très content de te retrouver. Je pense qu'on est tous très contents de te retrouver. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, j'ai envie de te présenter encore plus officiellement mes condoléances, nos condoléances. Tu sais on est tous avec toi. Et moi, je serai toujours là aussi si tu as besoin de quoi que ce soit. On est juste en tout cas très content que tu sois de retour. Ta vidéo était tellement touchante. Ça faisait, en vrai, même moi, ça m'a fait beaucoup de bien de la voir. Donc ouais. Trop content que tu sois de retour, pour parler de foot avec nous. Et j'espère que tout roule au vu des circonstances. Yeah, salam tout le monde. J'espère que franchement vous allez bien et merci beaucoup pour la pensée. Beaucoup de messages reçus et moi ça m'a personnellement beaucoup touché. Après, tu sais, dans la vie, I guess qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est jamais préparé. C'est bizarre comme concept un peu. C'est des choses qu'on peut pas. Mon père me disait souvent, il me disait, tu sais, t'as l'impression des fois quand t'es jeune, tu vis comme si tu n'allais jamais mourir. En fait, tu vois, t'as peur de rien. En fait, tu attaques, tu fais plein de trucs. Et plus les années avancent, et plus tu commences à réaliser certaines choses, et plus tu commences à être un peu plus prudent, tu vois. Et c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai envie de dire, je pense que le concept de la mort, c'est un concept qui est un peu flou tant qu'on l'a pas vécu d'aussi proche. J'ai eu à perdre des grands-parents et tout, mais c'était un peu différent. Mais là, le fait d'être avec la personne durant ces derniers moments de vie, de partager ces dernières conversations avec cette personne et tout, et de se dire qu'ok, on arrive vers la fin et je vais t'accompagner vers la fin, c'est quelque chose qui te marque à vie et quelque chose auquel tu n'aurais jamais pu te préparer, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est la vie, elle est ainsi faite et ça fait partie du cycle de la vie. Et en tout cas, moi, chez moi, dans mes croyances, je me dis que les morts ne sont jamais morts, ils sont jamais vraiment partis en fait. Ils sont toujours là, quelque part, en train de nous regarder. Et chez nous, on dit que quand tu pries pour un mort, il te le rend 10 fois plus. Donc, du coup, c'est ça. On va continuer à prier pour nos parents, pour ton papa, pour le mien, pour tous ceux qui sont partis, peut-être un peu trop tôt aussi. Je pense qu'on aurait pu rajouter du temps additionnel. Ce que je disais, on aurait pu rajouter un petit 10 minutes. Ces derniers temps, on a changé le temps additionnel. On était dans les 2 minutes, 3 minutes de temps additionnel. J'ai envie de dire que peut-être que nos parents étaient bloqués sur l'ancien format. On aurait aimé rajouter un petit 10 minutes, 15 minutes. Comme à la Coupe du Monde 2022, voilà, les 12, 13, 14 minutes de temps additionnel. Ouais, facile. Ils nous quittent toujours trop tôt. Et en tout cas, mais c'est comme ça. Bravo pour ton hommage. Félicitations pour ta sagesse. Mec, t'es un grand. Et même moi, par rapport à mon propre chemin, ça m'a fait du bien de voir ta vidéo. Donc, on te réaccueille avec plaisir sur YouTube. Je suis trop content de retrouver nos vidéos. Et là, on en a une grosse vidéo ou gros podcast parce que je pense que ça va être duré podcast. On a chacun préparé notre top 10. Mec, je suis extrêmement curieux de connaître ton top 10, notamment ton top 3 qui, pour moi, me semble assez clair. Genre, là, c'est peut-être le truc qui s'est le plus distingué pour moi dans cette réflexion. C'est que là, à date, au 23 octobre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un top 3 qui s'est formé. Et après, l'ordre de ce top 3, il peut-être être discuté. Mais je trouve qu'il y a vraiment 3 équipes en Europe qui sont au-dessus des autres sur ce qu'on voit pour l'instant. Donc, je serais curieux de voir ça. Je serais curieux de voir où t'as mis Barça et Real, notamment l'un par rapport à l'autre, parce qu'on est à 48 heures du Classico. Donc, ça c'est
le power ranking, je sais pas si on le fait au bon moment parce que en fonction de ce qu'on décide, potentiellement dimanche soir, on va se prendre pas mal de commentaires. Mais ça va être drôle aussi. Et ouais, j'ai 8 pages de notes en face de moi. J'ai beaucoup de choses à raconter. Je vais commencer par, si tu me le permets, un petit mot pour une équipe que j'ai longtemps hésité à mettre dans le top 10. Jusqu'à il y a pas longtemps, elle était dans le top 10. Pour moi, elle est dans la conversation et juste à la fin, je l'ai sorti. Mais il mérite ma plus grosse mention honorable peut-être. C'est chez nous et c'est l'Olympique de Marseille. Je sais pas si toi tu les as mis, mais Non, en gros, ils sont pas. non. Tu les as pas Mais mis. En gros, ils sont dans ma liste. Ils sont pas loin. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubs que j'aurais pu mettre dans le top 10, mais que j'ai pas mis dans le top 10. Tu vois. Moi Donc, aussi, j'ai ce petit tableau là. Marseille J'en ai quelques-uns. Mais Marseille, en gros, bon, tu vois, c'est le leader chez nous. Donc, ils sont premiers du championnat de France en ayant battu le PSG. Donc, déjà, ça, forcément, ça te place un petit peu dans la conversation. C'est pas juste en ayant eu un parcours simple où t'as pas joué encore de gros. Donc, déjà, ça me fait les envisager. Avant le Sporting hier, ils étaient sur 5 victoires d'affilée. Et ok, ils perdent contre le Sporting. Emerson est un débile mental et le karma s'est abattu sur lui pleine balle. Peut-être sans ça, ils sont sur 6 victoires d'affilée et même sur les chiffres avancés par exemple, en Ligue 1, ils ont 21 buts en 8 matchs. Ça en fait, si tu regardes les 5 championnats majeurs, les 96 équipes des 5 championnats majeurs, c'est la 3e meilleure attaque sur les 96. Contre l'Ajax, ils avaient aussi passé un 4-0. Leur score cette saison, t'as un 3-0, t'as 2-4-0, t'as un 5-2, t'as un 6-2. Ils ont aussi le 3e meilleur différentiel d'XG des 96 équipes des 5 championnats majeurs. Donc tout ça, c'est qu'en Ligue 1, c'est des stats qui sont prises du championnat domestique. Et la Ligue 1 est le plus faible des 5 championnats majeurs, bien sûr. Mais c'est vrai, en ayant joué le PSG, et je trouve en proposant quelque chose de très très intéressant sur le terrain, avec un effectif qui est le meilleur qu'ils ont eu depuis très longtemps. Chaque saison, Marseille achète pour 100 millions d'euros à peu près, quasi tout le temps 100 millions d'euros, depuis 4-5 ans, c'est le cas. Et là, ça a encore été le cas. Mais d'habitude, chaque année, il y a quelques grosses prises. Genre, il y en a qui ont moins bien marché, genre Vitinha, 32 millions, Wai, 27 millions. Il y en a qui ont mieux marché, Greenwood 26, et là cet été, Paijao 30, qui est en train de vraiment exploser, montrer des choses. Il a vraiment tellement de qualité. On connaissait déjà au Feyenoord, il a fait une belle campagne de Champions, mais là pas mal. Mais en plus de ces quelques gros coups qu'ils font, on va dire les star moves qu'ils font, ils ajoutent aussi systématiquement plein de petits coups. Des mecs à 8 millions, 6 millions, 4 millions, 2 millions, des prêts avec option d'achat, des prêts sans option d'achat, des transferts libres. Ils ont pris quand même, en l'espace de 3 ou 4 ans, ils ont pris 2 fois Aubameyang libre, une fois à Chelsea, une fois en Arabie Saoudite. Les 2 fois, c'est un très bon coup. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, par exemple, d'intéressant cet été, en plus du Paijao 30 millions, Aguerd 23 millions, ils ont pris Arthur Vermeeren, prêt avec option d'achat, Pavard, prêt avec option d'achat, Medina, prêt avec option d'achat, O'Reilly, Matt O'Reilly en prêt sans option d'achat, dommage, Timothy Weah en prêt avec obligation d'achat, Ahmed Traoré avec prêt obligation, Emerson 700 000 euros, bon bah peut-être du coup vu hier il aurait peut-être pas dû le faire, mais Angel Gomez libre, Egan Riley libre, comme on a dit, Aubameyang libre, et du coup tout ça pour dire c'est que le résultat, je trouve, ils ont un effectif avec beaucoup de pièces intéressantes, et la réalité c'est que De Zerbi les utilise. Cette saison, Ligue 1 plus Champions, Marseille a joué du coup 11 matchs, ils ont 18 joueurs avec 3 titularisations minimum. Il y a beaucoup de rotation qui est faite et ils sont capables de composer des 11 semaine après semaine qui bougent mais qui sont très forts. À la ligne de 4 avec Pavard, Aguerd, Balerdi, mais tu peux mettre donc Emerson, tu peux mettre Medina, en fonction de l'adversité aussi. De Zerbi s'adapte pas mal, bien sûr plus 4-2-3-1, mais contre le PSG c'était un système en 3-5-2, donc il y avait de l'adaptation tactique dans ce gros match. Et ouais, juste des joueurs qui sont en forme. Matt O'Reilly qui est en train de trouver un très bon niveau de forme. Paijao, Greenwood. Bon, Greenwood, il est reparti sur les standards de la saison dernière. C'est devenu une forme d'Arjen Robben maintenant. Il a sa spéciale et il est dévastateur avec ça. Ils ont des petites pépites aussi qui sont en train de percer. Robinho Vaz, Daryl Bakola, Bilal Nadir. Donc, en plus, ils ajoutent un petit peu de jeunesse avec ça. Et une équipe qui a trouvé son système et qui est capable
comme j'ai dit, contre le Paris Saint-Germain, de l'adapter, mais aussi de faire des choses tactiquement. Contre l'Ajax, il faisait que des sorties à l'intérieur, jeu en déviation, 1, 2, 3, boum, lancer Aubame dans le dos, donc face à de la pression, ils étaient totalement capables de s'adapter aussi. On sait, De Zerbi, c'est un top coach. Il est peut-être un petit peu trop volcanique pour son propre bien. Je sais pas combien de matchs il va finir véritablement sur le banc de touche, mais c'est un top coach. Et ils ont beaucoup de bons joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que je les considérais, je les ai quand même pas mis dans le top 10 parce que, tu vois, si demain il y a un OM Chelsea, OM Naples, des équipes que j'ai pas mis dans le top 10 non plus, par exemple, je sais pas si je mets l'OM favori non plus dans ces grandes confrontations, mais ils font un top début de saison, méritaient d'être dans la conversation. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Franchement, il y a des équipes comme ça. Moi aussi, je les ai pas mis. Bon, je pense que Marseille en fait partie. Effectivement, j'avais Marseille. Par exemple, moi, j'ai pas mis l'AC Milan. Tu vois, je les ai pas mis dans le top 10. Pourtant, ils font. Je les ai mis 10e. Non, moi, je les ai pas mis dans le top 10. En fait, pour moi. Mais voilà, c'est non, parce c'est que pas loin. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on se respecte. Tu joues un match par semaine, tu tapes les gars et puis tu viens nous fatiguer. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Il y a des gars, ils font des déplacements là-bas, je sais pas où. Là, le Real, ils ont dû partir là. Calmati ou je sais pas où là. Almaty, ouais. Ils ont des longs déplacements le mardi, mercredi. Ils reviennent performer le samedi. Donc je suis d'accord qu'en ce moment, l'AC Milan, ils sont au top. Léao, il se gère. Luka Modric a l'air d'avoir retrouvé une seconde vie. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Malheureusement, par rapport aux autres que j'ai mis dans le top 10, c'est plus une question, j'ai envie de dire, de calendrier beaucoup plus chargé. Et donc d'être capable de pouvoir performer dans différentes compétitions aussi possibles, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais ça ne change en rien sur le top début de saison de l'AC Milan en Serie A. Donc non, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, je mettais Milan dans cette trame-là. Le reste, je vais garder un peu le suspense parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous avez l'impression de... C'est bien, du coup, je vais pouvoir parler un petit peu de Milan. Et moi aussi, en fin de vidéo, je donnerai les équipes d'autres équipes que j'ai considérées, certaines qui étaient pas loin, une en particulier, vraiment qui était pas loin. Mais pour parler un petit peu de Milan, je les ai mis effectivement en 10. Alors, ils sont quand même leaders de Serie A. Sur les 7 derniers matchs, ils sont sur 6 victoires, 1 nul. Ils ont battu Naples l'autre jour dans un match qui était très intéressant où je les ai trouvés très bons. Et ils vont passer donc ils avaient fini 8e en Italie l'année dernière à aujourd'hui, ils sont clairement dans la conversation pour le titre et ils jouent l'Inter dans un mois dans ce qui sera un match très 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 intéressant pour continuer de nous donner l'inflexion de la course au titre en Italie. Les points forts que je vois quand je regarde l'AC Milan, bon, il y en a un notamment qui est très visible et c'est un petit mec croate là au milieu de terrain, un petit papy des Balkans qui est à un niveau phénoménal. Genre, je me demande si aujourd'hui Modric c'est pas le meilleur joueur de Serie A. Il y a Kenan Yildiz qui est incroyable, mais en ce moment, Modric, il est juste... Pour moi, c'est le meilleur. Hein, et les stats avancées, c'est le joueur de Serie A avec le plus de passes à destination du dernier tiers, le 3e en passe progressive, 4e en action qui amène à un tiers, à égalité avec Kenan Yildiz justement, 5e en interception aussi. Il fait beaucoup de travail, même sans ballon. Beaucoup de ballons gagnés, grattés, et il veut tout le temps avoir le pied sur le ballon, faire les renversements de jeu. C'est un véritable chef d'orchestre. Il est impossible à presser. Je l'ai vu encore une fois l'autre jour dans un match. On essaie de le presser et puis il s'en sort continuellement. Il fait les allers-retours. Il finit quasiment tous les matchs. 90 minutes jouées, il est jamais sorti. Il est tellement sécurisant en plus à la construction. Et c'est un très gros contributeur de leur solidité défensive. Comme j'ai dit, avec les interceptions, avec la sécurité qu'il a balle au pied, avec peu de ballons perdus dans les zones dangereuses. En vrai, Milan, 5.6 XGA en 7 matchs de Serie A, ça les place 3e sur 96. Des 96 équipes des 5 championnats majeurs, c'est le 3e plus faible volume d'XG concédé, avec un peu moins de matchs joués que d'autres équipes, 7 en Serie A. Mais ouais, je vois ça, et Modric, il est un petit peu l'incarnation de ce milieu de l'AC Milan, que je trouve très bon. Pour le coup, on va parler d'autres équipes que j'ai mis au-dessus de l'AC Milan, qui ont un milieu que je trouve moins fort dans l'effectif. Parce que t'as Rabiot, Youssouf Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, et on n'a pas encore vu Ardon Jashari, qu'ils ont acheté 36 millions cet été, qui avait été énorme à Bruges la saison dernière en Champions. Et du coup, ils ont vraiment beaucoup de possibilités au milieu de terrain. Allegri a construit quelque chose, on l'avait déjà vu en pré-saison, ça continue d'être le cas cette saison en Serie A. Il a construit quelque chose d'assez basique, mais assez fonctionnel. C'est ce 3-5-2 avec beaucoup de force de projection. Allegri, Leao Pulisic,
c'est censé être les deux avant-centres maintenant de cet AC Milan. Leao, c'est plus sur l'aile, maintenant c'est un des deux mecs que tu lances en transition dans le dos de la ligne. Pulisic, malheureusement, s'est blessé, mais il faisait vraiment un top début de saison aussi. Il était vraiment à un niveau stratosphérique. Lui aussi était dans la conversation des meilleurs joueurs de Serie A. Selmakers est en train de faire un très bon début de saison. C'est le deuxième joueur de Serie A avec le plus de dribbles, mais aussi top 6 en tacle remporté. Il y a un vrai couteau suisse, très très utile aussi dans cette idée assez conservatrice de l'AC Milan de on va bien défendre, on va build up, pas dans l'axe. L'AC Milan utilise énormément les côtés. Il y a peu de recherche de jeux de construction à l'intérieur, de jeux en troisième homme à l'intérieur. Grosso modo, on écarte bien sur les côtés, sur les pistons. Et quand on peut se projeter, on le fait avec du jeu long, du ballon renversé. Modric est 99e centile en passe longue tentée et en passe longue réussie. Je crois qu'il n'y a que Kimmich qui est au-dessus de lui en Europe. Donc grosso modo, c'est un style assez conservateur. Et j'ai même pas parlé par exemple, de la marge de progression qu'ils ont avec Nkunku, qu'on n'a pas vu encore beaucoup, mais qu'ils ont acheté 37 millions d'euros, ça peut être pas mal. Santiago Jiménez qu'ils avaient acheté au mercato hivernal dernier, ça n'a pas trop marché encore pour l'instant, il manque un peu de confiance devant le but, mais il apporte des choses intéressantes sur le jeu en remise, le hold-up play. Il a fait une bonne entrée contre la Fiorentina ce week-end. Et donc voilà, à la fin, l'AC Milan, je trouve, c'est pas hyper kiffant de les regarder jouer. C'est pas hyper expansif, ça reste du football Max Allegri. Ils ont le 7e volume de tirs en Serie A seulement. Ils ont 30% de moins de tirs que l'Inter. Ils en ont seulement 4 cadrés par match. C'est pas le hurrah football, c'est pas le football champagne. Mais défensivement, les stats avancées, elles sont très bonnes. Et Mike Maignan dans les buts, devant Pavlovic, Tomori, Gabbia, ça marche bien. Tomoric est très très sécurisant aussi, il tente quasiment pas de dribble, mais il perd pas de ballon dangereux. Et voilà, ça build up par les côtés, ils utilisent bien les coups de pied arrêtés, ils font les efforts. Athlétiquement, un milieu Rabiot, Fofana, Modric, ça te gagne beaucoup de ballons et tu perdras pas beaucoup de duels athlétiques à l'intérieur contre qui que ce soit. Donc c'est une saison sans Coupe d'Europe, comme tu as dit. Ils peuvent faire des efforts physiques, ils ont le matériel pour, et ils peuvent consentir à des efforts physiques que d'autres équipes de Serie A peuvent pas faire parce qu'ils ont des matchs de milieu de semaine et ils arrivent un petit peu plus cramés sur les rencontres du week-end. Donc ouais, Milan m'intéresse bien. Je prends pas un kiff énorme devant leur match, à part pour un gars, effectivement, Luka Modric, où je me demande si il fait gagner la Serie A à Milan cette saison, un Milan qui était 8e l'année dernière. Maintenant, il arrive, et s'il remporte le titre, Milan, mine de rien, pour toute la force historique de ce club, c'est que 3 Serie A remportées au XXIe siècle. Avec Ancelotti en 2023-2024, avec Allegri déjà à l'époque en 2011, et avec Pioli en 2022. Ils n'ont pas beaucoup gagné. C'est la grandeur de l'AC Milan, c'est surtout la Coupe d'Europe, beaucoup plus que le championnat italien. Et pour la legacy de Modric, si en plus d'avoir pris le Ballon d'Or, la finale de Coupe du Monde avec la Croatie, c'est 6 Ligues des Champions, si maintenant il quitte le Real et qu'à 40 ans, il devient le meilleur joueur de Serie A, remporte la Serie A avec l'AC Milan, donc est élu MVP en jouant quasiment tout le temps les 90 minutes, en étant aussi fort, bah pour moi, s'il fait ça, c'est un pas de plus en direction de sa legacy de meilleur milieu de l'histoire. En vrai, je vois pas comment tu peux pas le mettre là-haut. Après tout ce qu'on a dit, c'est peut-être devant Xavi, devant Iniesta, devant Zidane, devant Matthäus, devant Juli, devant tout ce que tu veux. C'est un défi supplémentaire dans la carrière de Modric et je suis très content qu'il se le soit fixé, d'être allé vraiment dans un championnat encore compétitif et d'aller chercher quelque chose de majeur potentiel. Ce serait magnifique et voilà, ça c'est la dimension narrative. Mais pour moi, l'AC Milan, top 10. C'est drôle parce que tu vois, toi tu mets l'AC Milan en top 10 alors que moi je place le Napoli à la 10e place, ce qui est quand même assez drôle parce que si tu regardes bien, objectivement parlant, les choses, le Napoli s'est fait taper par l'AC Milan déjà à la base. Ouais. Cette saison, ils ont déjà perdu face à eux. Le Napoli sort de 2 défaites d'affilée.
Le Napoli vient de se faire taper 6. Ils ont pris 6 buts, ils ont pris par le Feyenoord, je pense. Ou un truc. PSV Eindhoven, ouais, 6-2. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de néerlandais. 6 buts de la part du PSV Eindhoven. En fait, tu te dis peut-être qu'il y a des problèmes là-bas à Naples. Mais n'empêche que malgré tout cela, en fait, je maintiens quand même le Napoli à cette 10e place-là. Tout simplement parce que non seulement ils ont un coach que je trouve très imprévisible, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Antonio Conte, mais au-delà de ça, l'équipe, elle a énormément changé par rapport à la saison passée. Il en a parlé lui-même en conférence de presse. Il s'est un tout petit peu plaint parce qu'il se fait un peu attaquer. En fait, au niveau de Naples, ces derniers temps, les résultats, ça monte, ça redescend. Ils sont pas très convaincus. Est-ce que le champion de la saison passée, celui qui a remporté le Scudetto, réussira à faire la même saison 2 fois d'affilée? Est-ce qu'il va réussir à tenir en championnat? Ça a été très rare en plus ces derniers temps en Italie. Il y a toujours eu, ces 4 dernières années, je pense qu'il y a toujours un nouveau champion. En fait, il y a toujours un nouveau. Même ça fait 6 ans, je pense, que c'est tout le temps un champion différent. C'est ça, il y a toujours un nouveau champion, donc c'est difficile en fait de réussir à refaire une deuxième saison extraordinaire. Cependant, quand je regarde cette équipe de Naples et que je regarde Antonio Conte, je vois toutes les recrues qu'ils ont, je me dis que finalement le classement en ce moment c'est pas si mauvais. Certes, il y a un gros match qui nous attend ce week-end, c'est pour cela que pour moi c'est un week-end qui est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai déjà le titre de notre vidéo pour la semaine prochaine, juste à cause de tout ce qui va se passer ce week-end, parce que je me dis qu'il y a un Inter-Napoli qui risque d'être un tout petit peu décisif dans ce stade-ci de la saison pour nous permettre de savoir un peu comment jauger l'Inter Milan et comment jauger le Napoli. Tout à fait. Mais le nombre de recrues qu'il y a eu, je pense que le Naples a recruté presque 8 nouveaux joueurs cet été. Il y a 9, je crois. 9 joueurs, tu vois, il y a eu pas mal de nouvelles venues. Parmi ces venues-là, il y en a certains au milieu de terrain comme Kevin De Bruyne qui petit à petit, même s'il sort souvent de top performances, sont capables aussi dans certains matchs. Je me rappelle, il n'y a même pas 2 semaines ou un truc comme ça, il l'avait sorti, je pense que c'était avant la trêve internationale, il l'avait sorti d'un match et ça avait fait un peu de bruit. De Bruyne pas content. Contre City, ouais. Quand ils sont réduits à 10. Ouais. Exactement, De Bruyne pas content, machin, tout ça. Il y a des risques qui vont être pris, c'est normal. Il y a un mercato qui a été fait au niveau de Naples, mais n'empêche que moi je pense que c'est une équipe qui aujourd'hui est capable sur la grande scène européenne et même en championnat de performer et de s'en sortir. Donc c'est une des seules raisons pour laquelle je mets Naples dans ce top 10 là, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Le début de saison, dans le top 10, il y a d'autres équipes qui n'ont pas forcément des top débuts de saison, mais ils n'ont pas aussi des mauvais débuts de saison. Tu vois, tu peux pas être à un point de la première place, même si l'AC Milan, ils sont au top de leur forme en ce moment, il n'y a absolument rien qui est joué en Serie A pour le moment, tu vois. Donc j'attends de voir cette semaine face à l'Inter, mais je pense que cette équipe de Naples d'Antonio Conte est une équipe sur laquelle il va falloir garder un certain œil, parce qu'il y a moyen que dans les prochaines semaines, ils reprennent leur rythme. Il y a moyen qu'Antonio Conte réussisse à trouver le bon système de jeu. Il ne faut pas oublier que la saison passée, il y avait peu de rotation au Napoli, tu vois. C'était presque souvent le même 11 de départ. Moi, je me rappelle, je voyais tout le temps Zambo Anguissa, Gilmour et McTominay. Maintenant, tu es obligé de changer un tout petit peu. Tu es obligé de faire rentrer d'autres joueurs dans cet effectif-là. Tu es obligé de modifier un tout petit peu ton système tactique. Est-ce que tu vas jouer avec des milieux de terrain? Parce que c'était ça aussi la force du Naples de Antonio Conte. C'est que le milieu de terrain, il était dense. Le milieu de terrain, il était dangereux. Mais en plus ça, tu avais des boys qui étaient capables de se projeter, de claquer des buts. La preuve, ils ont joué cette semaine, c'est McTominay qui vient encore claquer un doublé, tu vois. Donc, petit à petit, moi, je pense qu'il y a pas mal d'ajustements à faire pour Antonio Conte. Faut qu'il retrouve la bonne formule. Mais pour le moment, franchement, je trouve que le début de championnat n'est pas si mauvais que ça, malgré des gros résultats qui n'ont pas été bons. Je pense qu'il y a moyen que cette équipe-là, effectivement, contre l'Inter samedi, c'est à Naples en plus. C'est ça, c'est un gros match. Vraie opportunité pour Naples de rebondir. Ils sont sur 4 défaites sur leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certains, moi, ma plus grosse déception du début de saison pour l'instant, c'est le fait qu'ils étaient vite réduits à 10 contre City à l'Etihad pour le retour de Bruyne à l'Etihad. J'attendais vraiment ce méga match et notamment pour situer Naples. Il nous a manqué ça et du coup, moi j'ai vu pas mal de Naples en début de saison et j'étais très curieux de l'intégration de Kevin De Bruyne effectivement dans cet entrejeu. Ce que je voyais, c'était quelque chose d'assez spécial où donc Conte mettait De Bruyne, en plus de la base Lobotka, Zambo, McTominay. On avait vraiment, avec ces 4 mecs-là, franchement, un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Lobotka, Zambo, Macto, Kevin De Bruyne, incroyable. Mais du coup, il y avait toute une partie du terrain qu'ils n'utilisaient pas.
ils avaient en gros qu'un seul ailier. C'était une des équipes les plus asymétriques que j'ai vues. Il y avait Politano à droite et à gauche, sur le papier, c'était McTominay, mais en vrai, ça faisait un carré à l'intérieur. C'était une box à l'intérieur et il y avait vraiment personne à gauche. Il y a eu des matchs où il y a eu Spinazzola, donc il apportait un petit peu de largeur en tant que latéral gauche. C'était un petit peu mieux. Mais du coup, ils étaient très très denses à l'intérieur, faisaient beaucoup de centres. Le match contre Milan, je crois qu'il termine avec 33 centres. Grosso modo, c'était le canon à centre qui était sorti. Politano, De Bruyne, beaucoup de centres. Et du coup, je trouvais qu'il manquait clairement de la créativité et on va dire de la variété dans leur approche, mais ils avaient quand même des forces très fortes. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était pas une équipe qui a marqué beaucoup de buts. Je pense en Serie A, ils doivent finir avec 52, 55 buts, un truc comme ça. C'était vraiment grâce à leur solidité défensive qu'ils ont gagné la Serie A. Donc déjà, l'année dernière, ils n'étaient pas des foudres de guerre offensivement. Et là, avec De Bruyne et avec Højlund, j'ai vu des matchs début de saison en Serie A où De Bruyne qui lance Højlund dans la profondeur. Si tu es solide défensivement et que tu as cette arme-là, en Serie A, parfois c'est suffisant pour gagner des matchs. Et ils étaient très très dangereux juste sur ce circuit-là. Et puis après, les appels de McTominay dans la boîte, le flair qu'ils ont, leur qualité sur coup de pied arrêté aussi avec l'arrivée de Bruyne. Ils avaient des choses, mais la base, c'était la solidité défensive. Du coup, je suis inquiet de les voir encaisser 6 buts contre le PSV Eindhoven. Où est passée cette solidité défensive? Et c'est un petit peu ça mon interrogation et un des points que je vais surveiller de très près, notamment contre l'Inter samedi. Je pense que aussi le retour de blessure de quelques gars devrait leur faire du bien aussi. Hein. Je vois que déjà, tu as tes deux attaquants, ils sont blessés. Donc déjà, à la base, en fait, si tu as envie de peser offensivement et tu as envie de pouvoir empêcher les autres de pouvoir créer du jeu, monter, fatiguer les défenseurs adverses, tu n'as pas ton Højlund, tu n'as pas ton Lukaku, ils sont tous les deux blessés là jusqu'à... Lukaku, ça c'est très vrai. Voilà, jusqu'à encore dans quelques semaines. Je pense que peut-être il y a encore pour 2 semaines de blessure. Ensuite, il y a une trêve internationale. Est-ce que les gars vont aller en trêve internationale? Est-ce qu'ils vont revenir au retour de la trêve internationale? Donc, est-ce que le Napoli récupère réellement Højlund et Lukaku à partir du 20 novembre ou du 21 novembre? C'est une question à se poser aussi. Ça peut jouer énormément. Et un joueur comme Lobotka aussi, qui s'est blessé, bon, ça aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez pertinent. Franchement, la saison passée, il a joué une 30aine de matchs, hein, je pense. C'est partie de ces mecs-là que tu voyais constamment dans le 11 de départ et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a quelques petits faits à mettre au nom de cette équipe. 31 titularisations pour Lobotka en Serie A, juste en Serie A l'année dernière. Son équipe est un peu déboussolée, je trouve. Je trouve que son équipe, elle est un peu déboussolée. Il y a pas mal de nouveaux éléments, tu vois. Il y en a même un autre dans la liste dont on va parler. Son équipe aussi, elle est un peu déboussolée, tu vois. Des fois, les nouveaux éléments te perturbent. Donc, c'est possible. Justement, ça nous fait la transition parfaite parce que moi, c'est l'équipe que j'ai mis 9e. Et du coup, je suis curieux de savoir où toi, tu les as mis. Si on parle de mercato agité, de top club, de champion en titre, mais très dur à positionner, où est-ce qu'on met Liverpool, mec? Et moi, je les ai mis 9 du coup. Et jusqu'à hier, je les étais pas mis dans mon top. Ils étaient pas dans mon top 10. C'est drôle parce que on avait décidé de faire cette vidéo-là il y a genre 3 semaines, je pense. On devait la faire environ. Et ils étaient, je pense, dans mon top 5 facile. Ouais. Moi, ils étaient même plus que dans mon top 5. Je pense qu'ils étaient 2e ou un truc comme ça. C'était il y a 3 semaines, il y a un mois, genre ils étaient 2e. Là, les choses ont complètement changé. Donc du coup, non, je les ai pas mis 9e. Je les ai plutôt mis à la 8e place, Liverpool. Mais ça va. Mais ça aurait pu se jouer à rien du tout. C'est juste que je trouve que ceux que j'ai mis 9e, ça fait un peu plus de sens pour moi dans ma logique. C'est Chelsea que j'ai mis 9e. Je mets Chelsea dans mon top 10 et je mets Chelsea 9e. La raison pour laquelle je mets Chelsea 9e, c'est tout simplement parce que je pense que c'est une équipe qui déjà aujourd'hui, si on regarde ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de se dire que si on devait commencer une compétition maintenant, c'est qui que toi tu penses que va finir premier, 2e, 3e? Ou en tout cas, quels sont d'après toi ton dernier carré ou les 5 meilleures équipes, plus ou moins, quoi, d'une manière assez floue, basée sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Chelsea est une équipe que moi, personnellement, j'ai du mal à jauger réellement. Ils sont capables de faire des choses. Parce que Chelsea, même toi, tu as du mal à les jauger. Willou, ça fait 3 ans que tu nous fatigues pour nous dire que Chelsea va être champion. Chaque année, tu es champion de 3 ans. Même toi, tu sais pas. Même toi, tu es pas sûr à savoir. Mec, c'est clair que moi, je sais pas parce que je les mets dauphins depuis 3 ans et là, je les ai même pas mis dans mon top 10. Donc, je suis perdu sur nos amis les Blues. C'est une équipe qui est trop bizarre. On va commencer une compétition demain. Ah ouais, c'est dur. Comme la
Coupe du Monde des clubs. Peut-être ils gagnent la compétition. On ne sait pas comment ils vont faire. Bon, j'avoue, mec, si on organise la Will Winston compétition, mec, Chelsea, ils vont voir ça. Personne n'a jamais gagné cette compète. Nous, on n'a jamais gagné cette compète. Ils arrivent, bien sûr, ils la gagnent. Ils ont assez de boys dans leur académie et ils ont même assez de boys en prêt. Chelsea peut créer 2 équipes. Ils peuvent créer Chelsea Loan et Chelsea genre sur place. Et puis dans tous les cas, ils vont réussir à s'en sortir. Donc non, moi je les mets 9e, blague à part, parce que tout simplement, je pense que c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. C'est une équipe qui a beaucoup de très bons joueurs. Je pense que Enzo Maresca est encore jeune dans son expérience de coaching. Et je pense que ça fait aussi que de temps en temps, il fait pas mal d'erreurs, ou du moins de temps en temps, il tente des choses sans en avoir peut-être forcément l'assurance que ça va marcher, tu vois. Donc, il prend peut-être beaucoup plus de risques. Et par exemple, Chelsea a gagné face à l'Ajax en Ligue des Champions cette semaine. Ouais. C'est une équipe de Chelsea qui met sur le terrain quand même, il me semble, 3 ou 4 joueurs âgés de moins de 20 ans. C'est que des gamins, en fait. C'est une équipe vraiment, quand tu regardes bien cette équipe de Chelsea-là, elle est quand même très jeune. Une équipe qui est très très jeune. C'est une équipe qui a perdu Colwill en début de saison sur une blessure longue durée, qui aurait pu recruter des joueurs, qui a décidé de pas recruter et de garder le petit Achampong et d'en faire un défenseur central presque titulaire ou dans la rotation en tout cas sur le long terme cette saison. Alors qu'ils auraient pu peut-être aller chercher un joueur plus expérimenté et puis tout cela, tu vois. C'est une équipe qui aujourd'hui va en Ligue des Champions et se permet de faire jouer un boy comme Marc Guiu que on a rarement vu. On a eu l'occasion de le voir rapidement avec le Barça. Et je pense que Marc Guiu, il rentre pas dans un match, je pense face à Bilbao, à l'extérieur, il claque un but. Je pense, je me rappelle de ce match-là ou un truc comme ça, 1-0 Barça ou en tout cas le but de la victoire. Et puis il y a toute une hype Marc Guiu. Et puis après on le voit plus. Et puis il va à Chelsea. Et puis finalement il s'impose pas la saison passée. Il joue plutôt en Conference League. Donc il y a moins de... J'ai envie de dire, on te voit moins quand tu joues le jeudi. Déjà, le jeudi, ils sont trop à jouer, en fait. Le jeudi, il y a 45 matchs, mais tout le monde joue le jeudi. Il y a l'Europa League, il y a la Conference League, c'est too much. Donc, ça fait que c'était difficile pour lui de vraiment réussir à s'imposer l'année passée. Cette année, Jackson est parti. Delap est blessé. João Pedro peut pas jouer tous les matchs. Donc, Marc Guiu se retrouve titulaire comme ça en Ligue des Champions, peut-être de temps en temps. Il réussit à claquer son but, à être pertinent dans cette position de numéro 9. Surtout que ce week-end, en plus, avec Chelsea, dès qu'il est rentré, il a été très, très bon. C'est lui-même qui déclenche un tout petit peu cette, j'ai envie de dire, ce changement d'humeur de Chelsea en deuxième mi-temps ce week-end lors de leur victoire. Donc, globalement parlant, je trouve que l'équipe elle est très jeune. Estevao, 17 ans, 18 ans, je sais même pas. Comment il s'appelle le boy là qui ressemble à Bukayo Saka, Tyrese, je sais pas comment là, comment il s'appelle? Tyrick George. Tyrick George. Voilà, lui aussi, si tu regardes bien, c'est un gamin. 19 ans. Voilà, c'est un gamin. Et même les autres qui sont censés être des vétérans, c'est encore techniquement des jeunes joueurs. Les Caicedo. Ouais, genre contre l'Ajax, Buonanotte 20 ans, Gittens 21 ans, André Santos voilà. Qui entre 21 ans, il y aurait Lato 19. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me dis que c'est une équipe qui a pour moi énormément de potentiel. Le coach a peu d'expérience, mais il se débrouille quand même pas mal. On ne sait pas encore quand est-ce que la prédiction de Willow va arriver, mais j'ai un feeling qu'elle va arriver à un moment donné. Elle va arriver. Chelsea va finir par nous surprendre, soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Peut-être pas cette année forcément, mais en tout cas je les mets là en contention parce que je trouve que c'est une très belle équipe, ça joue bien, ils ont de très bons et puis ils ont des joueurs aussi qui ont pris du galon cette saison. Caicedo, il est au top de sa forme, franchement, je pense qu'aujourd'hui en termes de numéro 6, tu cherches vraiment le gars qui est devant la défense, qui peut jouer tous les postes en plus, tu vois. Caicedo latéral droit, on a vu Caicedo milieu de terrain devant la défense, on a vu Caicedo en box-to-box qui monte un peu plus, on a vu Caicedo buteur. C'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est un boy qui frappe de loin, de l'extérieur de la surface. Hier, la frappe face à l'Ajax, elle est contrée, ok, mais le week-end passé, elle n'est pas contrée, elle est directe. Donc, ça donne vraiment une latitude j'ai envie de dire, en termes de talent pour Enzo Maresca. Malo Gusto qui prend du galon aussi. Pas mal de joueurs assez versatiles dans cette équipe-là qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Donc, Atto, tu peux le faire jouer défenseur central, latéral. Malo Gusto nous a montré qu'il peut jouer latéral, milieu de terrain. Rhys James, la même chose. Offensivement, João Pedro peut jouer numéro 10 en l'absence de Cole Palmer, mais il peut jouer aussi attaquant. Cole Palmer n'est pas encore revenu, il n'a pas encore commencé sa saison. Il y a des choses, moi, qui me font dire que je me méfie de Chelsea, quoi, franchement. Maintenant, ils sont jeunes, ils sont naïfs.
ça prend des touches. La dernière fois, c'est quoi? C'est pas Brentford, je pense. Ça prend des touches à la 95e minute et ça encaisse des buts qui sont des fois bêtes, que tu comprends pas. Il y a des matchs de Chelsea cette saison en Première Ligue, ils auraient dû prendre les 3 points. Ils en ont perdu 2, mais n'empêche que je garde un œil sur eux. Ouais, en fait, avec Chelsea, je trouve le plafond est très élevé. Le niveau que tu vas avoir semaine après semaine, il est assez incertain. Tu arrives sur un week-end, tu te branches sur un match de Chelsea, mec, tu sais pas forcément ce qui va arriver. Déjà le 11, et c'est très, très dur de savoir. Et le 11 parfait n'a pas été encore trouvé par Maresca. Il a tellement d'options, tellement de potentiel. Mais aussi, si on parle de Chelsea cette saison, bah ouais, on doit dire que l'autre jour, ils battent Liverpool quand même. Ils gagnent contre Liverpool à Stamford Bridge. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils ont remonté dans le top 5 de Premier League. Ils prennent un carton rouge tous les 2 matchs. Ils ont des problèmes de discipline. Ils sont capables de grosses erreurs. Sanchez, il est toujours à 2 doigts d'une bourde. Gusto, il peut te coûter un match aussi sur une bourde au milieu de terrain, quand il rentre à l'intérieur, sur une passe ratée, comme l'autre jour. Donc, c'est juste, c'est une équipe très très jeune, avec les vertus de la jeunesse, avec parfois, Estevao peut prendre le contrôle d'un match, et c'est assez incroyable son début de carrière à Chelsea. Comme parfois ils peuvent te coûter un match, littéralement, avec ton gardien qui se fait expulser au bout de 5 minutes sur une bêtise. Ça aussi, ça peut arriver. Franchement, Chelsea, c'est vraiment c'est l'instabilité, quoi. C'est dur de savoir exactement où les positionner. Cela dit, sur le niveau qu'ils sont capables d'atteindre, effectivement, sur leurs résultats récents, sur la forme du moment, ils sont sur 4 victoires d'affilée, dont 2 en Champions, dont Liverpool, dont Forest à Nottingham. Même si ce Forest n'est pas bon en ce moment. C'est vrai que honnêtement, je trouve l'argument pour le top 10 est assez convaincant. Honnêtement, de ma 10e à ma 8e place, il y a pas mal de... Ça pourrait pas mal bouger. Et j'entends ce que tu dis sur Chelsea, et honnêtement, je suis assez d'accord. Donc bon, moi j'ai mis... Toi, donc, tu nous as mis Naples 10, Chelsea 9, Liverpool 8. Moi, j'ai mis Milan 10, Liverpool 9 et l'Atlético 8. Atlético. Je verrai... Ah ouais, non, là, du mal à les placer. Je veux entendre ce que tu vas me dire. Atlético dans les 10. Atlético, heureusement qu'il n'y a que le Real, ils peuvent taper chez eux. Il y a qu'entre cousins, ils se connaissent sinon. Ouais, je pense ce match m'a pas mal marqué et j'ai pas envie d'être trop affecté. Je vais revenir aussi sur Liverpool, dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, qu'on a mis 9, on pourra en toucher un mot. Mais sur l'Atlético 8, j'ai pas envie d'être trop influencé non plus par le score à l'Emirates. Parce que j'ai mis Arsenal très haut. Arsenal, je pense, vous êtes pas facile à jouer. Hein. C'est 2025-2026, c'est peut-être votre année. Et du coup, l'Atleti, ouais, moi je reste sur des matchs où Julian Alvarez il est délirant. Ils ont une base qui est encore la base classique. J'ai quand même du mal à les positionner. C'est vrai qu'ils ont perdu contre Liverpool en Champions, mais c'était un match assez disputé. Le match contre le Real, je les ai trouvés tellement forts. Ils ont vraiment mis au supplice le Real. Donc, tu vois, j'ai mis le Real dans mon top 10 et j'ai du mal à mettre le Real dans mon top 10 et pas l'Atleti, alors que l'Atleti a nettement battu le Real. Et dans les gros matchs, j'ai pas envie de partir trop contre l'Atleti non plus. Même avant la défaite contre Arsenal, l'Atleti, ils avaient passé quelques scores quand même. Ils avaient mis, si je dis pas de bêtises, un 5-1 à l'Eintracht. Ça, c'était juste après le 5-2 contre le Real. Avant qu'ils vous jouent, ils étaient sur une série de 7 matchs sans défaite. Ils sont durs à battre et ils ont un mec, Julian Alvarez, qui est vraiment dans le top. Les avant-centres sont forts sur ce début de saison, donc je peux pas dire top 3, mais top 5 des meilleurs 9 de la planète. Sur ce point-là, je suis d'accord. En fait, Julian Alvarez, franchement, moi j'ai l'impression que c'est le seul boy en fait qui est dans cette équipe-là, qui est aujourd'hui ultra pertinent. Même Jan Oblak, je le trouve plus pertinent. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir là, je suis tranquille, je suis serein. Hein. Franchement,
Fâchez-vous comme vous voulez. C'est votre problème. Cette année de retour. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Yann Oblak, même, je ne suis pas convaincu. De où est-ce que Martinelli, il ouvre son corps comme ça et puis Oblak, il n'est pas capable de faire l'arrêt. Martinelli, il a changé aussi. Hein. Et la frappe, elle était hardcore. Hein. Franchement. Il la touche. Il doit la sortir. Ouais, il la touche. Il la touche. Il la sort. Mais elle sort avec beaucoup de puissance du pied de Martinelli. Franchement. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'Atlético sur pas mal de points. Cependant, moi, il y a quelque chose qui me fait stresser avec cet Atlético-là. C'est est-ce que c'est pas la saison trop pour Cholo Simeone? Ça fait 20 ans il est là, franchement. C'est que lui aussi, je comprends pas réellement aujourd'hui. En fait, c'est quoi son but? Parce que le gars ne se renouvelle pas. Cholo, c'est un des... Même Guardiola, il se renouvelle. Même Pep, il fait ses affaires. Il met ses kiwis dans ses lasagnes et puis machin et tout. Après, il se rend compte que non, ça fait pas de sens en termes de sucré salé. Donc, on va essayer d'équilibrer un tout petit peu. Puis, on va essayer de faire, je sais pas, un sticky toffee pudding. On va mettre de la fleur de sel. On va essayer d'innover. Ça veut dire que les gars, chaque année, malgré qu'ils sont dans leur génie et dans leur tête, ils innovent. Cholo, ils n'innovent pas. Cholo, il vient avec le même système à chaque fois, avec la même manière de jouer. J'ai l'impression même que l'équipe, elle ne change pas. J'ai l'impression que les Jiménez, là, ils sont là depuis 20 ans. Marcos Llorente, ça fait 2 ans que sa case là sur le tableau noir de Simeone, elle est vissée. Jamais Marcos Llorente, il sort du 11. Il est là à vie pour encore un moment. Il y a des gars, ils sont là. L'équipe, là, moi, je trouve que l'équipe, elle tourne... Pas forcément. Il y a des boys, ils sont là. Il y a son fils, il est là, Giovanni. Mais c'est que Giovanni, il est pertinent. C'est peut-être lui, Alvarez. Ouais. Il y a. Ouais, il est pas mal, le Cholito. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est peut-être eux, 2, 3. Ils sont peut-être 3 joueurs qui sont ultra dangereux. Tu vois, il y a Llorente sur le côté. Bon, comme d'habitude, il est capable de faire ses grands matchs, machin. Mais globalement parlant, c'est une équipe qui était praised, donc saluée pour sa solidité défensive. Ils n'ont pas eu de clean sheet depuis Mathusalem. En fait, ils encaissent des buts à chaque match. C'est-à-dire que moi, l'Atlético, aujourd'hui, franchement, je regarde et j'ai envie de dire que c'est le Real. Ils se sont fait prendre comme des tocards. C'était un derby, comme je dis, entre cousins. Tout est possible. C'est comme ça. Si Mathusalem, c'était il y a 5 jours contre Osasuna, oui. Mais sinon... Oui, mais bon, ça, c'est parce que... non, sinon, avant ça, t'as raison. Avant ça, ils ont encaissé les buts sur pas mal de matchs. Ils ont fait un mois. Ils ont fait du 13 septembre. C'est vrai. Du 13 septembre, ils ont fait genre 5 matchs en encaissant des buts. Aujourd'hui aussi, quand même, le football est parti. Le football, il a changé. Même vous savez, être capable de ne pas encaisser des buts, c'est pertinent. Quand tu vois que Simeone s'adapte, il prend des buts maintenant. Lui, il s'adapte dans le mauvais sens des affaires. Non, moi, il y a que ça qui me pose problème avec l'Atlético, c'est que je trouve que c'est une équipe qui a encore je sais pas, ils ont encore l'aura, le naming, la popularité, le background, l'histoire qui fait que. Mais aujourd'hui, l'Atlético, là, cette saison, en tout cas, ce début de saison de Cholo Simeone, moi, c'est un début de saison que je trouve franchement under the level. Je pense qu'ils peuvent mieux faire, mais il faudrait aussi que ça se renouvelle. C'est vraiment, les choses ne changent pas beaucoup d'une année à une autre dans le football de Cholo Simeone. Donc lui aussi, après, il s'étonne que genre, il gagne le titre, Luis Suarez arrive, ça change les choses. Il faut toujours qu'il y ait un gros chamboulement pour que le cholismo prime. Mais le cholismo, c'est... Je sais pas, frérot. Franchement, moi, il y a quelque chose qui me bloque un peu, quoi, moi, dans cette Atlético. Ça s'entend, je pense. J'ai été très marqué par la victoire dans le derby madrilène où je les ai trouvés tellement au-dessus. Et après, j'ai pas vu tous les matchs de l'Atleti non plus. Donc ouais, on verra. Mais honnêtement, ça s'entend. C'est pas ceux que j'ai placés avec le plus de confiance non plus dans mon top 10. Liverpool, j'ai mis en 9. Parce que, alors Liverpool en 9, il y a 2 axes. C'est pourquoi est-ce que tu les mets pas plus haut ou pourquoi est-ce que tu les mets tout court. Pourquoi je les mets pas plus haut? C'est parce que avant de battre l'Eintracht, ils sortent de 4 défaites d'affilée et même leur victoire du début de saison était pas convaincante. Honnêtement, le début de saison de Liverpool dans le jeu, c'est pas bon. Il y a pas grand chose d'abouti. Défensivement, c'est vulnérable. Le jeu placé, il y a pas grand chose. Salah est très inquiétant. Mohamed Salah, c'est très très inquiétant le niveau actuel. Donc, il y a beaucoup de raisons de se dire, mec, est-ce que Liverpool, c'est vraiment sur la production actuelle, dans le top 10, le gratin européen, vraiment? Mais je les ai quand même mis dans le top 10 parce que le plafond, on le voit quand même sur certaines séquences, qu'il est très élevé. Le potentiel, on le connaît. Et après, il y a quand même des bases. Van Dijk, je suis quand même très content de démarrer une saison avec Van Dijk. Alisson, quand il va revenir, il a sauvé pas mal de points en début de saison, Alisson. Et quand t'as Alisson dans les buts, c'est comme un autre club dont je vais parler dans pas longtemps. T'as un grand gardien, t'as un très bon gardien.
t'es déjà dans la conversation pour une compétition là qui démarrerait dans 2 semaines. C'est tellement important. Et je sais pas, tu vois, si je mets Chelsea au-dessus de Liverpool, je sais pas quelle autre équipe en fait je mets réellement au-dessus de Liverpool. Donc c'est pour ça que je les mets quand même dans mon top 10. Genre, je mets pas Naples au-dessus de Liverpool, je mets pas Marseille au-dessus de Liverpool. Comme j'ai dit, je mets pas les Blues au-dessus de Liverpool. Donc ils sont quand même dans mon top 10, mais je peux pas les mettre beaucoup plus haut que cette 9e place, 8e place à la place de l'Atleti, j'entendrais. Mais par exemple, je les mettrais pas à ma 7e place et pas à ma 6e, pas là où j'ai mis, pas au-dessus des clubs que j'ai mis à ces positions-là. Mais je sais pas où t'as mis Liverpool. Non, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais. Moi, je les ai mis 8e, ils auraient pu être 7e. Ah oui, 8e. Ils auraient pu être 7e, ils auraient pu être 7e. Franchement, 7, 8, c'était le max. C'était le max parce qu'après, tout le reste au-dessus, ils sont plus forts pour moi à ce stade-ci. Du coup, passons à la 7e position où j'ai mis l'Inter. Ah, même chose. Ouais. Même chose. Ok, c'est bien. Effectivement, 7 victoires d'affilée pour l'Inter. 3 sur 3 en Champions, 9 points sur 9. La base, elle est très solide avec l'Inter. En fait, tu mets un match de l'Inter, tu as un peu l'impression de regarder la même chose que l'an dernier. La base que Inzaghi a mis en place, qui vous continue de l'exploiter sur 7 en 1. C'est toujours le même système, le 3-5-2. C'est toujours l'entrejeu à 3. C'est toujours la pression contre l'Union Saint-Gilloise. J'ai encore vu Lautaro presser comme un dératé, mettre la première ligne en place, etc. Donc honnêtement, il y a beaucoup des principes qui sont les mêmes et c'est une équipe qui est finaliste de Champions la saison dernière. La base est très très bonne. Et en plus de ça, ils ont perdu personne vraiment, à part Pavard, mais ils ont pris Akanji à la place. Honnêtement, ça me va très bien. C'est un peu du like for like, c'est très cool. Ça marche. Et ils ont ajouté de la jeunesse en plus. Donc, ils ont des performances individuelles intéressantes en ce moment de leurs avant-centres Pio Esposito, Juan Boni. Voilà, ça fait un peu plus de fraîcheur dans le secteur offensif pour pallier l'absence en ce moment de Marcus Thuram. On n'a pas encore vu Andy Diouf, mais au milieu de terrain, il pourrait être une solution. Par contre, Petar Susic, on a vu, et c'est très intéressant ce qu'il apporte à l'intérieur. Ils ont encore Bisek qu'ils ont fait jouer contre l'Union, donc ils ont des petites solutions pour mettre un petit peu plus de jeunesse dans ce qui était l'effectif le plus âgé de l'Europe la saison dernière. Et je suis très curieux de voir Naples-Inter ce week-end. Je serais très curieux de voir aussi, même si je les ai mis devant, je serais très curieux de voir demain, si elle arrivait, une confrontation Real Madrid-Inter par exemple. Parce que là, j'ai l'impression que c'est 2 trucs très très différents. T'as l'Inter qui, pour le coup, leur base collective, elle est méga solide, méga stable. Ils savent absolument ce qu'ils font et ils savent absolument ce qu'ils veulent faire. Sur le niveau individuel, ils sont un peu limités par rapport au Real Madrid, mais le Real, c'est le négatif, c'est la base collective. On sait toujours pas vraiment comment ils veulent jouer. Par contre, ils ont des mecs qui sont capables de gagner des matchs à eux tout seuls. Et du coup, j'ai quand même mis le Real devant l'Inter, mais je peux pas dire que je suis méga confiant sur ce choix. Si demain, il y a une double confrontation Inter-Real, je sais pas si je pars pas plutôt sur l'Inter en ce moment, mais dur à dire. Ben c'est ça qui pose problème en fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pour cela que l'Inter, je les mets là, dans cette 7e place. Parce que la réalité, c'est que l'Inter aussi, moi, je les mets dans une posture où, même si en Ligue des Champions, ça fonctionne bien, c'est que j'ai du mal à les juger, tu vois. Là où Liverpool, il y a eu beaucoup de changements, c'est l'année d'avant, il n'y a pas énormément de changements quand Arne Slot arrive, tu vois, à Liverpool. Il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a plutôt même des nouvelles recrues. Il y a des boys, ils commencent à percer, ils commencent à bien jouer. Gravenberch, machin, alors qu'ils étaient là 1 an avant. L'Inter, c'est une association de retraités qui refusent d'aller à la retraite. Genre, l'Inter, c'est des baby boomers. Je sais pas si vous comprenez le concept des baby boomers. Les baby boomers, c'est les gens, ils sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un pic automatiquement, c'est normal. On s'est entretués ici 14-18, 39-45. Il y a eu des problèmes, il y a eu des jeudis noirs, des Black Friday, des je sais pas quoi, ou des Black Thursday, je sais pas quoi, des problèmes d'argent, économie. Il y a eu de l'inflation, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc une fois que tout ça s'est terminé, eh ben on a recommencé à faire des enfants. Tant mieux, c'est bien, franchement. Il fallait repeupler la terre. Ces enfants-là qu'on a fait, et parmi ces enfants-là, même, il y avait nos parents. Il y a nos parents.
Il y en a, ils veulent pas aller à la retraite. Il y en a, ils veulent pas arrêter, en fait. Ils sont encore là, ils sont au boulot, ils veulent nous fatiguer, ils veulent pousser le 60 ans, 65 ans, 60, etc. C'est comme ça que moi, je considère l'Inter, en fait. C'est une équipe de baby boomers, franchement. Les gars, là, ils doivent nous pardonner. Donc, où est-ce qu'on est en 2025? Je dis, Big 2025, tu reviens avec un milieu de terrain, Çalhanoğlu, Barella, et puis Mkhitaryan. Juste à cause de ça. Mec, c'est encore la même équipe qu'en finale de Ligue des Champions contre Man City à l'époque. C'est pour cela. C'est toujours la même. C'est pour ça que je m'inquiète. Moi, j'ai dit juste à cause de ça. Je fais attention. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'ils veulent. Parce que ils ont joué ici face à la Juve la dernière fois. Tu regardes l'équipe et tu sens que elle manque un peu de jeunesse. Elle manque un peu de peps. Tu sens que les gars, de temps en temps, ils pouvaient être fatigués. Mais je sens aussi le last dance. Je sens aussi, j'ai entendu cet été les petits problèmes entre Lautaro Martinez et puis Çalhanoğlu, les petits problèmes d'ego dans le vestiaire, mais finalement, tout le monde est resté, ils se sont entendus. Est-ce qu'on serait pas là sur un genre de, ouais, les gars, la Ligue des Champions, ça fait 4 ans, 5 ans qu'elle nous échappe, faut qu'on la gagne, et le seul objectif de cette équipe-là, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions, peut-être, en fait. Juste à cause de ça, je les mets dans mon top 10, parce que je trouve que c'est une équipe qui a la même ossature, qui n'a rien changé, qui a des joueurs qui sont très ambitieux, qui ont envie de gagner, qui sont passés à ça à chaque fois de gagner. Miskina, eux, tu vas en finale face à, c'était qui la première finale là qu'ils ont perdu? Face à Manchester City, un but de Rodri, bon voilà, tu la perds, tu joues la dernière fois. La finale Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, malheureusement, tu es totalement inexistant et pourtant, tu fais le match de ta vie face au Barça juste avant. Et le Barça, pourtant, à mon humble avis, avait cet avantage-là face à l'Inter, mais l'expérience a fait la différence. L'expérience n'a pas disparu en 6 mois. Ils sont encore là, ils sont encore très expérimentés et ils ont encore l'air d'avoir les jambes. Maintenant, tout est une question de savoir comment est-ce que le coach va réussir à gérer l'effectif, la rotation et c'est ce qui se passe avec tous ces jeunes-là qui viennent d'arriver. Un Boni qui a quoi, 3 buts, 3 passes D en championnat, bon, c'est déjà pas mal. Ça te permet de temps en temps de peut-être faire reposer ton capitaine ou ton Marcus Thuram. Les boys au milieu de terrain, les Andy Diouf et puis tous les autres jeunes qu'ils ont eu l'occasion de recruter vont aussi petit à petit peut-être prendre du galon dans cette équipe-là, que ce soit dans des matchs de Coppa Italia ou certains matchs de championnat avec moins d'enjeux. Donc il y a moyen en fait pour l'Inter de nous fatiguer encore une fois. Il y a moyen. C'est parce que tu peux pas venir aujourd'hui en 2025. Moi je pensais que c'est fini là. Je pensais qu'il allait prendre sa retraite et pourtant il est encore là. Il a quel âge? Il a 37 ans. Il est né le 10 février 88. Il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il veut à Serbie? Il veut quoi? Il veut quoi, toi? Donc, et pourtant, c'est pas comme s'il était mauvais, zéro, cramé, terminé. Non, ça joue encore ses matchs. Non, pas du tout. Donc, et on le verra ce week-end face au Napoli encore sûrement. Donc, non, pour moi, c'est juste pour ça, juste pour l'expérience, juste pour ce qu'ils ont fait ces dernières années, ce qu'ils ont eu l'occasion de prouver. Je pense que l'Inter mérite d'être dans ce top 10 des équipes les plus dangereuses. Et en Ligue des Champions, ça marche très très bien pour le moment. Ils sont deuxième. Est-ce qu'ils ont encaissé un but même en Ligue des Champions, l'Inter? Non, comme vous. 0 but encaissé, tu vois. Donc, et c'est comme ça que ça se joue. C'est les gens d'équipe, ils vont venir, ils vont te fatiguer. S'ils peuvent t'en mettre 4, ils vont t'en mettre 4. Mais s'ils peuvent t'en mettre 1, ils vont t'en mettre 1. Mais derrière eux, pour l'en mettre 1, c'est compliqué. Donc, c'est comme l'année dernière en phase de Ligue où ils avaient aussi fini très très haut, je pense 4e. L'année passée, c'était Liverpool, Barça, Inter. Liverpool, c'était Arsenal et Inter, non? Oui, Inter-Arsenal, je pense. Un truc comme ça. Ou Arsenal-Inter. Genre, c'était dans le top 4. C'était le top 4, ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, effectivement, la question pour l'Inter, pour voir s'ils sont... donc moi, je les mets 7e, toi, tu les mets 7e aussi, pour voir s'ils peuvent aller chercher le top 5. Ça va être la question, ça va être tenir sur... Est-ce que dans notre prochain Power Ranking de novembre, décembre et après février, mars, est-ce qu'ils seront toujours là? Ça dépendra de à quel point ils ont su conserver leur capital physique, parce qu'effectivement, avec cette équipe vieillissante, la saison dernière, ils avaient totalement plongé athlétiquement sur la fin de saison. Ils étaient cramés à la fin, même Lautaro Martinez en finale de Champions, même contre l'Inter en demi, il doit sortir à l'heure de jeu, alors que donc des scénarios de ce type. Mais là, peut-être qu'ils ont injecté suffisamment de sang frais pour pouvoir tenir véritablement sur toute une saison. Ce sera très intéressant à voir, mais en tout cas, la base, honnêtement, dans le foot européen, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent arriver, démarrer une saison et avoir une base aussi solide, aussi stable, tactiquement, être aussi mature et aboutie que l'Inter, là, en 25-26. Donc, je les ai mis 7. Et du coup, le reste, pour moi, c'est... Je vais avoir déjà la question de Barça Real, parce que ils sont mes 5 et 6 et j'ai mis le Real en 6 et c'est l'équipe, je pense, que j'ai le plus de mal à positionner de toutes. En gros, ma question sur le Real,
je sais avec le Real Madrid de 2025-2026, je sais que le tout est inférieur à la somme des parties. Je le sais, je vois les matchs. Le tout est inférieur à la somme des parties. Il n'y a aucune discussion là-dessus pour moi. Mais les parties, elles sont tellement fortes. Donc, à quel point est-ce que la force de ces parties-là, ça compense le fait que collectivement, c'est pas au niveau de l'Inter, par exemple. Collectivement, le Real, c'est pas au niveau de l'Inter. Mais quand t'as Mbappé, qui a marqué sur 10 des 12 matchs cette saison, qui est déjà à 15 buts TCC, qui a un niveau spectaculaire. Mbappé, il est revenu à un niveau, c'est effrayant. Quand t'as Courtois, qui même l'autre jour contre la Juve, même hier soir contre la Juve, continue de faire parade après parade pour te laisser dans le match et te permettre d'aller le gagner au bout. Arda Güler, qui a la connexion avec Mbappé qu'il a développé, c'est le breakout player du début de saison, incroyable son changement de statut, et lui il est en train de vivre l'expérience Xabi Alonso à fond, il est en train de kiffer à fond. Même Vinicius est en train de revenir à un niveau intéressant, sur certaines séquences pas mal, et puis on sait qu'il y a des game changers et des game winners dans cette équipe. Même s'ils font un mauvais match, t'es jamais à l'abri d'un ciseau acrobatique de Bellingham à la 95e minute pour te remporter la partie. Donc, je vois beaucoup de faiblesses, mais je vois aussi des individus qui, juste par la force des individus, c'est obligé qu'ils te mettent assez haut. Donc après, je vois le match contre l'Atleti et je suis inquiet parce que c'est un match où ils ont fait 6 tirs, 0,58 XG, le contenu, il n'y avait rien, ils ne savaient pas presser, ils étaient faibles sur centre. Donc j'avais la question à la fin, c'est en vrai, collectivement, qu'est-ce qu'ils savent faire dans les gros matchs? Et du coup, j'ai une vraie peur. C'est dur, mais en vrai, j'ai une vraie peur sur leur capacité dans les gros matchs face à un gros adversaire. Et du coup, le Classico, là, dimanche, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et peut-être que du coup, ces mots-là vont sembler vides après le Classico. Et honnêtement, je peux totalement l'envisager. Je sais pas dans quelle direction je vais partir pour ce Classico. Je vais faire la preview demain. Parce que le Barça aussi m'inquiète sur beaucoup de choses sur le début de saison. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à les placer l'un par rapport à l'autre. Donc ma question pour toi, c'est déjà, est-ce que Real et Barça sont tes 5e et 6e et qui est-ce que tu as mis devant l'autre peut-être surtout? Tu m'as fait douter là. Tu as beaucoup parlé, tu m'as fait douter. Tu les avais beaucoup plus haut, Real? Real et Barça ne sont pas 5e et 6e, ils sont plus hauts en fait. Okay. On était à 6e place. 6e place, j'ai pas Real, j'ai pas Barça. Moi, à la 6e place, j'ai Manchester City. Ok, moi j'ai mis 4 City. La 6e place, j'ai Manchester City. Et par la suite, j'ai le Real et le Barça. Ça peut être 4-5, ça peut être 5-4. Franchement, on va voir ce qui va se passer dimanche. 1-2. C'est pas important, en tout cas dans tous les cas. Mais j'ai mis City juste un cran en dessous de ces deux-là. Et même là encore, c'est difficile vraiment à justifier réellement, si tu regardes bien concrètement. Parce que tout à l'heure, tu as dit un argument pertinent, effectivement, que j'ai beaucoup apprécié tout de suite, là, il y a quelques minutes. Quand tu commences une compétition et que dans les buts, tu as un grand gardien, ça change tout. Et Donnarumma, c'est un grand gardien, tu vois. C'est pas... La dernière fois, je suis en train de regarder, je dis, Donnarumma a déjà 10 ans de carrière professionnelle, je pense. C'est possible, il a démarré à 16 ans avec 10 ans de carrière professionnelle. Et il n'a encore rien fait dans sa carrière. C'est-à-dire, quand j'ai rien fait, c'est pas qu'il n'a rien accompli. C'est-à-dire, il n'est pas encore... Pour un gardien, il lui reste encore peut-être 15 ans de carrière. 10 ans encore. Ouais, c'est ça. Surtout pour un shot-stopper comme ça, il lui reste encore du temps. Ouais. Yann Sommer est là à 36 ans. Donnarumma a 26 ans. 37 en décembre, Sommer. 37 ans. L'autre, il a 26 ans. Tu rajoutes 10 ans, il est encore là. En fait, c'est pour dire à quel point, en fait, c'est incroyable, le Donnarumma. Il peut vraiment faire une carrière à la Buffon, genre faire 20 ans, intouchable, injouable, et puis tout. Et ça, c'est un atout important dans cette équipe de Manchester City. Dès qu'il est arrivé, automatiquement, il s'est imposé comme un patron. C'est pas facile, surtout quand on sait que Donnarumma n'est pas forcément le gardien qui joue le mieux des pieds. City a l'habitude de repartir de derrière. Ederson, c'était un passeur décisif. Donc, il y a pas mal de choses qui me faisaient dire, bon, est-ce que réellement Donnarumma, il va réussir à s'imposer? Mais c'est là où je montre encore une fois, par rapport à un Cholo Simeone, c'est là où Guardiola, moi je dis encore une fois, ben voilà des gars qui changent. Ils restent pas fixés sur leur idée. Il était fixé, mais on était là, on était présent quand Pepe est arrivé. Il a viré Joe Hart. Après avoir viré Joe Hart, il allait ramener l'autre du Barça là. Comment il s'appelle Bravo, Claudio Bravo. Claudio Bravo.
Bravo est venu, il a fait que des bêtises. Il a viré Bravo, il a ramené Ederson du Portugal. C'est-à-dire que, parce qu'il voulait un gardien qui joue avec les pieds, il n'y avait que ça qui l'intéressait. Est-ce que tu es capable de contrôler un ballon, faire un crochet, passement de jambes transversal? C'est ça qui l'intéressait pour un gardien de but. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il s'en fout. Aujourd'hui, il dit ce qu'il veut, c'est de pas encaisser de but. Parce qu'avec Ederson, autant il y avait 4 passes décisives, mais il y avait au moins 3 ou 4 erreurs qui te ramenaient des buts où ça te posait problème. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que, j'ai envie de dire que cette équipe de City-là, même si défensivement, je les trouve pas très forts. Franchement, je vais pas te mentir, défensivement, je les trouve pas très forts. Je pense que il y a encore beaucoup de déjà en termes de sur les côtés, les latéraux, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de tâtonnements. Tu ne sais pas qui joue, qui ne joue pas. Là, c'est le petit comment il s'appelle, leur latéral gauche là. O'Reilly. Le petit Nico O'Reilly. Très bon. Voilà, très qui bon joue en ce moment moi, et qui est plutôt bon. Est-ce que c'est O'Reilly qui va jouer l'intégralité de la saison? Est-ce qu'à un moment donné, tu as un Guardiola qui va retrouver sa place? Est-ce que Nathan Ake va retrouver le niveau qu'il avait avant? Parce que on parle, mais il y a des mecs qui étaient à City, mais qui n'étaient pas forcément très forts. Akanji, tu as dit oui, Akanji, Pavard, c'est presque la même chose, mais Akanji, c'est pas forcément le défenseur des défenseurs, le patron des patrons et puis tout, tu vois. C'est un bon défenseur, certainement un patron en équipe nationale de la Suisse, il n'y a pas de problème lors des trêves internationales, des Coupes du Monde, des Euros et puis tout ce qui s'ensuit, mais en championnat, c'est peut-être différent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire cette équipe de City-là, peut-être défensivement, derrière, elle peut avoir quelques soucis. Après, Rodri aussi, qui est de retour, qui s'est reblessé, là, on ne sait pas si ce qu'il va réussir à faire la grosse saison, ces années avant la Coupe du Monde. Il a envie de jouer cette Coupe du Monde-là, mais de l'autre côté, il y a de la concurrence. Ouais, alors désolé les gars, petite note de l'éditeur ici. Malheureusement, sur les quelques prochaines minutes qui ont suivi, quelques prochaines dizaines de minutes, l'enregistrement de Stan a sauté. Donc vous aurez que ma voix, mes analyses. Ça occupait quand même la plus grosse partie du segment qui va suivre et on retrouvera Stan à la fin pour le top 3, pour la conclusion, le classement définitif, etc. Mais donc voilà, désolé pour ça. C'était un long enregistrement et la technique nous a trompés. Mais je pense que ça va être pas mal quand même. Bonne écoute. Ok, laisse-moi te faire le contre-argument pour Manchester City, que j'ai mis 4e. Et comme ça, après, tu peux nous parler de Real Barça, où tu les places, et notamment par rapport à City. Ce qui me semble être, à moins que tu aies mis Barça ou Real dans le top 3, ça me semble être... Non, ils sont pas dans le top 3, donc on est d'accord. City, Real, Barça, c'est le groupe 4, 5, 6. Ok, donc la raison pour laquelle j'ai mis City au-dessus, alors, c'est une vraie saison de transition. La saison 24-25, ça a été la pire de la carrière de Pep Guardiola. Ça a été un petit naufrage. Ils sont qualifiés quand même pour la Champions, même en finissant 3e. Mais on se souvient, il y a pile un an, novembre, ils étaient sur une série de 5 défaites d'affilée. Ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé à City en tant que club. C'était la première fois que ça arrivait à Pep de sa carrière. Ils ont décidé, ok, on a sans doute tardé un petit peu dans notre reconstruction. On relance la machine et ils ont fait 5 recrues au mercato hivernal. Boum. On se souvient, Marmouche, Vitor Reis, Krousanov, etc. Ok, c'est l'heure de changer un petit peu passer au nouveau cycle. C'est le rebuild et comme Pep l'a dit, on est en train de reconstruire une équipe, pas juste pour cette année, pour les prochaines années. C'est le nouveau Manchester City. Et donc, au vu de ça, forcément, il va y avoir des moments d'adaptation. Mais ce que je vois pour l'instant, je trouve que ça se passe pas mal pour eux. Donc, ils sont 2e de Première Ligue à 3 points de vous. C'est la seule équipe qui boxe dans votre catégorie niveau goal average. Ils sont à plus 11, vous êtes à plus 12. Ils ont la meilleure attaque d'Angleterre, 17. Ils ont un but de plus que vous. Personne d'autre est dans les plus 10, etc. Donc, eux, ils sont dans la conversation avec vous par rapport à ça. Et avec la victoire contre Villarreal en milieu de semaine, ils sont sur 9 matchs d'affilée sans défaite. Ils ont fait un partout contre vous. Le but de Martinelli, pour moi, c'est le but le plus important du début de saison, tout championnat confondu, parce que sans ça, on met peut-être City top 3 et ils prendraient la tête de Première Ligue sans ce but-là de Martinelli, et peut-être on les verrait même au-dessus d'Arsenal, etc. Donc ça se joue à pas grand-chose. Défensivement, tout n'est pas réglé, mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière, le navire
de Manchester City, il coulait, il y avait des trous de partout. Ils ont fini seulement 7e en XGA en Première Ligue, donc c'était seulement la 7e défense d'Angleterre pour Manchester City, qui est traditionnellement soit 2e, soit 1er, même si ça fait un moment que vous êtes 1er, mais grosso modo, City, c'est la solidité défensive absolue. Ils étaient 7e, ils ont pris 13 XG de plus que vous, 9 de plus que Liverpool, ça coulait un petit peu de partout. Et pourtant, personne ne concédait moins de tirs qu'eux. C'était un petit peu la curiosité. Comment ça se fait qu'ils prennent autant de buts alors que personne n'a pris moins de tirs que Manchester City? C'est qu'ils avaient la distance moyenne de tir la plus basse. Les adversaires tiraient contre Manchester City en moyenne à 15,4 mètres. Arsenal, vous étiez numéro 1 de ce classement, c'était 17,8 mètres. Les positions de tir que Manchester City concédait, elles étaient très très basses, proches du but, parce qu'il y avait beaucoup de face-à-face concédés. Parce qu'il y avait beaucoup de moments où la pression ne marchait pas, et tu te retrouvais avec ta dernière ligne percée, et des grosses occasions concédées. Typiquement, City prenait un but tous les 9 tirs. C'était un des totaux les plus élevés de Première Ligue. Cette saison, si on regarde cette même stat, le volume de tirs concédés, il reste bas, mais les tirs concédés sont de bien plus faible qualité. Maintenant, c'est plus un but tous les 9 tirs, c'est un but tous les 14 tirs que City prend en Première Ligue. Et leur pression, elle n'est pas redevenue élite. C'est pas le grand City non plus sur ce qu'ils font sans ballon. Il y a encore un petit peu des trous. Il y a des moments où quand tu as un adversaire qui joue bien, qui a la qualité technique pour s'en sortir, j'ai vu, même contre Villarreal, Renato Vega, à un moment, trouver une belle passe à l'intérieur et le bloc n'était pas très bien positionné. Donc il y a encore des trous dans cette pression. Et le core de City vieillissant avec ce Rodri qui effectivement est revenu puis s'est reblessé. Nico Gonzalez, c'est intéressant, mais il doit encore apprendre le module de jeu Pep Guardiola. Cet entrejeu, il est en reconstruction. Donc il y a encore des trous dans cette pression, qui est une des pierres fondamentales de l'approche de Manchester City. Mais ils ont réussi à retrouver une partie de leur identité tout en adaptant une autre partie. Tu as très bien parlé déjà de l'acquisition de Donnarumma, qui a représenté un changement de dimension et d'approche massif par rapport à ça. Ils ont encore quand même... C'est pas non plus devenu l'Inter d'Elinho Herrera, hein, c'est pas le Catenaccio des années 60. Et ils ont encore le 2e volume de possession de Première Ligue, ils sont encore 3e en ballon touché dans la surface adverse, mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, contre United cette saison, un match à 46% de possession. Contre vous, 34% de possession. Et pourtant, ils étaient dangereux dans ces configurations-là. Et ils ont montré de la flexibilité, et dans les matchs qu'ils doivent dominer, ils montrent encore, je l'ai vu contre Villarreal, que j'ai regardé, que j'ai analysé beaucoup de séquences, ils ont encore un des meilleurs jeux placés d'Europe face à un bloc bas. Honnêtement, City face à un bloc bas, si demain j'affronte un bloc bas, il n'y a pas beaucoup d'équipes que je préfère avoir que Manchester City parce qu'ils sont encore capables de trouver des petites poches d'espace dans des petites zones, quand même avoir Pep sur ton banc. Ça change pas mal de choses. Et j'ai déjà commencé à parler de Jérémy Doku, qui pour moi est une sorte de... Dans Mario Kart, il y a les tapis accélérateurs là. Tu vas sur le tapis et d'un coup tu vas plus vite. J'ai l'impression c'est ça. Tu passes le ballon à Doku. C'est un peu ça. D'un coup, tu prends un petit boost de vitesse sur une seconde sur ton côté. Et les stats confirment cette impression tapis accélérateur parce que il est avec une demi-assist par 90. En XA, il est le leader de Première Ligue, devant Estevao, devant Grealish. Pourquoi ? Parce qu'il est 2e en dribble réussi aussi, derrière seulement Kudus. Il est 2e en action qui amène à un tir, derrière Bruno Fernandes. Donc il apporte beaucoup de volume, et même s'il n'a pas encore beaucoup de buts, l'apport de Doku sur son côté, ça fait beaucoup de choses, et on n'a même pas encore parlé de ce qui est peut-être une des histoires du début de saison. Erling Haaland, c'est quoi ce niveau-là ? Il est revenu à un niveau, après une saison 24-25, légèrement décevante pour ses standards. C'est dur de dire qu'il est le meilleur neuf du monde en ce moment parce que y a Kane qui est stratosphérique, il y a Mbappé qui est pas mal du tout, Julian Alvarez comme on a commencé à dire qui est dans la conversation, mais Haaland il a déjà 14 buts toutes compétitions confondues sans penalty, il est niveau Ballon d'Or et il a aussi retrouvé un partenaire à un niveau très intéressant avec Phil Foden que je trouve pas mal. En plus, Pep est en train de trouver des solutions. Ait Nouri qui a été pris pour apporter de la largeur sur la gauche, il se blesse, pas grave, Nico O'Reilly arrive et avec son 1m93, sa science défensive, sa qualité dans les duels et en plus
Son intelligence positionnelle, on le retrouve beaucoup dans le demi-espace. Il fait beaucoup d'appels profonds. Il fait des appels de dédoublement intérieur avec Doku. Ils ont trouvé déjà une bonne entente. Et en plus, 1m93, il est présent sur les coups de pied arrêtés. Il apporte ça aussi. Boum, Nico O'Reilly, pour moi, il a solutionné ton problème en attendant le retour d'Aït Nouri. Et peut-être même quand Aït Nouri revient, il partage son temps de jeu avec O'Reilly, que je trouve vraiment très très bon. Rodri n'a pas réussi à revenir totalement, mais Nico Gonzalez, il dépanne plutôt pas mal. Et ils ont encore de la marge de progression avec Cherki, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant sur ce début de saison, avec la blessure. Mais peut-être que quand Cherki hit son niveau et débloque encore un palier de créativité pour Man City, peut-être qu'ils deviennent vraiment de solides à effrayants dans le dernier tiers. Donc pour moi, avec Manchester City, je crois qu'ils sont vos seuls véritables challengers pour le titre. Liverpool m'a pas convaincu sur le début de saison. Chelsea est pas encore prêt pour moi. Tottenham essaye d'abord de solidifier son plancher, mais ils sont pas trop en train de travailler, je trouve, sur leur niveau plafond. Franck essaye d'abord de les rendre solides avant tout, mais ils peuvent pas les challenger sur des hauteurs, pour moi, à 80-85 points. Donc ouais, il y a une date que j'ai encerclée sur le calendrier, là, c'est le 9 novembre, c'est juste avant la trêve, c'est réception de Liverpool. Parce que d'ici là, Liverpool aura eu un petit peu plus de temps pour figure it out. Mais City, je pense qu'ils auront encore passé une vitesse en plus. Et pour moi, ça va déterminer si City est véritablement un prétendant au titre, un concurrent pour vous, et peut-être même un favori. Tu bats Liverpool de manière convaincante. Comme j'ai dit, ils sont sur un début de saison costaud. Et peut-être aussi un autre match. Il y a le Real au Bernabeu le 10 décembre. Et ça nous permettra, quand on fera le Power Ranking de décembre, de voir si on avait raison si j'avais raison de mettre City devant le Real, ou si toi t'avais raison de mettre le Real encore à ce stade devant City. Je suis d'accord avec ça, le dompter le Real, c'est une image très juste. J'ai quand même une inquiétude sur l'effectif. Je me demande à quel point il est bâti pour vraiment mettre Xabi Alonso en position de succès. Sur un truc tout simple, par exemple, un joueur que j'adore en équipe de France, je le kiffe, j'ai aucun problème contre ce mec-là. Aurélien Tchouaméni, love him. Pour le Real de Xabi Alonso, un mec qui a eu Granit Xhaka, qui veut bâtir depuis l'arrière et qui a des autres milieux qui sont des vrais milieux avancés. Genre typiquement contre la Juve, je vois ce qui ressemblait à un 4-3-3 avec Jude et Gouler qui étaient une ligne plus haut que Tchouaméni. Tchouaméni en seul 6, c'est pas Toni Kroos. Et il y a des moments où c'est très très visible et des moments où honnêtement sur la sortie, je trouve le Real souffre énormément. Et ça, Tchouaméni ne peut pas se réinventer comme ça du jour au lendemain en Toni Kroos. Donc j'ai un peu une inquiétude par rapport à... Il n'y a pas vraiment ce profil au Real. C'est pour ça qu'à une époque, j'étais en mode est-ce que tu fais pas un double pivot avec Alexander-Arnold pour avoir un peu plus de qualité pour sortir? Est-ce que ça va pas devenir Huysen dans une certaine mesure, le relanceur qui a de la qualité balle au pied de ce Real, le Kroos reculé encore plus? Il va falloir trouver quelque chose par rapport à ce problème. Et contre l'Atleti, la défaite était tellement énorme. Ouais, c'était le premier test, mais honnêtement, ils n'ont pas existé dans ce match. Ils se sont fait démonter. 6 tirs. Si tu regardes le Real le plus performant dans une optique en plus qui c'était pas le Real de méga pression, c'était pas le Real avec un jeu positionnel méga développé, mais c'était une des meilleures équipes du 21e siècle quand même. Disons que Tchouaméni, si on simplifie à l'extrême, c'est Casemiro. Il peut être Casemiro dans le rôle, mais Casemiro devant lui, il avait pas des 10, il avait des 8. Modric, Kroos, des vrais 8. Pas des 8-10, pas des Bellingham, Arda. Du soutien, de la qualité pour trouver les espaces à l'intérieur, du jeu long, du jeu de renversement, et plus de stabilité sur cette plateforme axiale. Là, il est un peu tout seul. Et tout seul à la relance, parce que les mecs sont bien devant lui. Tout seul sur les transitions défensives. Bellingham, à date, sa meilleure position, c'est encore 9. Hein. C'est sa première année, et c'était 9. C'était ça la meilleure version. Donc tu nous mets le Real 5 et le Barça 4. Moi, j'ai mis City 4, Real 6 et Barça 5, donc. Barça, très intéressant, parce que, en vrai, c'est aussi une des équipes les plus difficiles à placer, je trouve. Parce qu'il y a des équipes, au moins, elles ont une base stable et après, elles font certaines choses à niveau 8, 9 sur 10. Le Barça, ils font des choses à niveau 11 sur 10 et ils en font d'autres à niveau 3 sur 10. Les forces sont méga fortes, le plafond est hyper élevé. Ils ont peut-être les 2 meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. Mais les faiblesses, elles sont effrayantes. Et du coup, il y a pas longtemps, l'année dernière, on disait Barça, une des 2 meilleures équipes d'Europe, PSG, Barça.
Après, peut-être Liverpool, Arsenal, Inter, c'était un peu le top 5. Là, le Barça, ils sont 5e et je ne peux pas les mettre plus haut par rapport à d'autres parce que... Alors, les bonnes choses. Commençons par les bonnes choses pour le Barça. Offensivement, sans être au complet, parce que Rafinha a manqué beaucoup de matchs, Lamine Yamal a raté la moitié des matchs, Lewandowski a raté beaucoup de matchs. C'est ouf à quel point ils ont eu des problèmes de blessures. Malgré ça, ils sont la 2e meilleure attaque d'Europe cette année, derrière le Bayern seulement, et premier en XG. Rashford a step up, Fermin a step up, même Rooney Bargi, j'aime bien ce qu'il fait de ses minutes. Offensivement, sur la production offensive, le Barça, pour moi, ça reste aujourd'hui l'étalon or en Europe. Ils sont très, 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 très forts et ils ouvrent des espaces continuellement. Ils sont forts en projection, ils sont forts sur jeu placé, ils ont énormément de variété offensive, ils sont dangereux. Ensuite, ils ont Yamal et Pedri. Ça, comme j'ai dit, ça fait exploser le plafond du Barça. C'est top 3 des plafonds les plus élevés du monde, le Barça, parce qu'ils ont, pour moi, peut-être les 2 meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas pas loin. Si je vois ces 2 mecs-là dans le 11 au début d'un match, ok. Pour moi, le Barça, il y a peu de matchs qui vont démarrer où ils ne seront pas favoris quand ils mettent ces 2 mecs-là dans le 11 au coup d'envoi. Donc déjà ça aussi, quand on a parlé de, par exemple, avoir Haaland dans ton équipe en ce moment, avoir Mbappé et Courtois dans ton équipe en ce moment, il y a des mecs, c'est juste tellement des individus XXXXL qu'ils te font prendre des places juste par leur simple présence. Malgré ça, la défense, elle est très très inquiétante. 10 buts encaissés en Liga, déjà, ça en fait sur les 96 équipes des 5 championnats majeurs seulement la 50e défense. C'est autant de buts pris que Cologne, le Rayo Vallecano, Lecce, et ils en ont pris 4 en Champions en plus. Ils prennent beaucoup de buts, et ça n'a pas changé. L'année dernière, ils avaient encaissé 72 buts, toutes compétitions confondues, 72. Le Barça a 39 en Liga, 24 en Champions, et après la Supercopa et la Copa. Mais 24 prix en Champions, c'est à cause de ça qu'ils vont pas en finale. Quand tu prends 7 buts contre l'Inter en demi-finale, 72 buts ils ont pris la saison dernière. Mec, tu sais, les gros matchs du Barça qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait kiffer, mais c'est aussi parce qu'ils encaissent 1 milliard de buts. Le 4-4 contre l'Atleti, le 5-4 contre Benfica, les matchs contre l'Inter, dans les Classicos aussi. Ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et bien sûr, en plus, cette saison, le piège du hors-jeu, il marche plus trop. La saison dernière, il y avait des moments où ça flottait un petit peu, mais avec Inigo Martinez, il le tenait plutôt bien. Typiquement, contre le Real l'année dernière, le premier Classico de la saison, c'est le match à 11-12 hors-jeu, et Mbappé qui est hors-jeu genre 7-8 fois, un truc de malade. Cette année, genre là, dans 48 heures, je sais pas combien de fois le Real va être hors jeu. Parce que les équipes, elles ont vu ce Barça, et maintenant c'est la 2e année. Et maintenant, avant chaque fois d'affronter le Barça, tu as forcément, j'imagine, un travail spécifique à l'entraînement qui est comment est-ce qu'on s'aligne par rapport à ce piège du hors-jeu, comment est-ce qu'on déclenche les courses, où, dans quel timing, partir avant la médiane. Et aujourd'hui, le piège du hors-jeu, il marche plus. Le Barça prend 4-5 face-à-face par match. Contre Séville, hardcore. Ils peuvent être en train de perdre 5-0 à la mi-temps, c'est pas choquant. L'autre jour aussi contre Girona, combien d'occasions ils concèdent. Et moi, j'aime bien l'approche Ronaldinho, l'approche flic, marquer plus de buts que ton adversaire. Je crois qu'il y a quand même une limite à cette théorie. Et au bout d'un moment, elle devient inopérante, cette philosophie. Quand tu prends 4-5 face-à-face par match, et que tu n'as pas non plus Courtois dans les buts, que ton gardien, Johan Garcia, il est blessé, donc c'est Chesney, parfois c'est bien, parfois c'est bof, et c'est juste trop d'occasions concédées pour une équipe qui, en plus du piège du hors-jeu, a des difficultés sur d'autres choses, genre la gestion des centres, par exemple, quand tu mets un ballon entre Koubarsi et Eric Garcia, comme l'Olympiakos a fait sur le but annulé d'El Khabi, je me souviens. Ils sont pas très bons dans les airs non plus, ils font des fautes bêtes, ils prennent beaucoup de buts, et ils prennent beaucoup d'occasions. Malgré ça, le fond de jeu, avec ballon, il est quand même supérieur à 99% des équipes en Europe. Et j'ai rarement vu un tel différentiel entre un secteur offensif et un secteur défensif. Le Barça, offensivement, quand ils ont le ballon, c'est effrayant, c'est must-watch TV, c'est les Harlem Globetrotters. Quand ils n'ont pas le ballon, mon Dieu, c'est effrayant, dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que je ne peux pas les mettre plus haut que la 5e place, parce que j'ai des équipes qui sont juste plus solides et équilibrées devant, et qui me semblent plus complètes. Mais ils sont quand même très intéressants à voir. Puis après,
Tactiquement, ils sont quand même très bien avancés par rapport à beaucoup. Il y a l'identité Masia et l'identité foot espagnol, technique, jeu de combinaison, troisième homme, jeu positionnel, etc. qui est là clairement. Et ce que Flick a ajouté, notamment sur la pression. Je pense qu'aujourd'hui, on voit la pression du Barça qui est plus battue et donc le piège du hors-jeu qui est plus exposé. Aussi parce que, par exemple, il joue sans Rafinha. Et quand Rafinha est là, peut faire ses courses de pression, il apporte énormément sans ballon aussi. Donc peut-être on met le Barça là 5e et toi 4e. Peut-être que ce sera leur classement le plus bas de toute la saison parce que quand leur 11 reviendra et pourra être aligné semaine après semaine, peut-être qu'on retrouvera ce qu'on avait vu la saison dernière et on dira ok, en fait, ils sont top 3 et c'est même not even close. Mais je sais pas, parce que le top 3, il y a vraiment un top 3 qui s'est affirmé cette année avec autorité sur le début de saison. Et c'est 3 qui étaient, il y a 2 des 3 qui n'étaient pas dans le top 3 de l'année dernière. Il y en a un qui est toujours là, mais il y en a 2 nouveaux. Et déjà à la 3e place, je vais commencer par l'inverse du Barça, le symétrique inverse. Et c'est vous. Clairement, c'est Arsenal, la meilleure défense d'Europe. En fait, avec Arsenal, je me demande qui va leur marquer des buts. Et je me demande si le record de buts encaissés en Première Ligue, le Chelsea de José Mourinho, c'était 15 buts. C'était 15 buts. Et c'était... Je sais pas si... C'est dur de revoir ça, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de buts. Aujourd'hui, c'est dur d'encaisser que 15 buts en une saison. Mais Arsenal 25-26, c'est l'équipe la mieux positionnée pour le faire. 3 buts encaissés en Première Ligue seulement. Une seule défaite en 12 matchs. Invaincus depuis quasiment 2 mois. Ils sont sur 5 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Contre Fulham samedi, c'est un match typique Arsenal. Tu vois, honnêtement, le Barça, même quand ils perdent, je suis très content d'allumer ma télé et regarder le Barça. Arsenal, je vous kiffe, mais c'est pas un régal de regarder vos matchs. Contre Fulham, 0,44 XG concédé, 1-0 sur un corner, 3 points de plus. Vous avez pris aucun but en Champions. J'ai regardé tous vos derniers matchs, les XGA. Ça fait depuis la première journée qu'une équipe vous a pas mis plus de 1 XG. Sinon, c'est toujours 0,4, 0,5, 0,6, 0,3, 0,2. Raya Saliba Gabriel, c'est le meilleur triangle de fer d'Europe. Timber Calafiori, vous avez mis en plus 2 défenseurs centraux encore sur les côtés. Donc la ligne de 4, elle est invulnérable. Zubimendi Rice devant 2-6, même si Rice est plus avancé. En fait, les gars, combien de défenseurs vous pouvez aligner ? C'est la question avec vous. Même Gyökeres, presque son apport, il est plus défensif qu'offensif avec ses courses de pression. Vous êtes vraiment choquant. Et voilà, cet après-midi, des 96 équipes des 5 championnats majeurs, vous êtes la première en XGA, c'est pas surprenant. Vous êtes la première en but encaissé, seulement 3. Et tout ça en ayant joué un match de plus dans ce classement des 5 championnats majeurs. Tout ça en ayant joué un match de plus que le Bayern, que Milan, qui sont 2e et 3e défense. Et ces matchs en plus, vous les jouez pas en Bundesliga ou en Serie A, vous les jouez en Première Ligue. Vous avez déjà joué City, vous avez déjà joué Liverpool. Il n'y a aucune équipe qui vous a marqué plus d'un but cette saison. Un but encaissé dans un match, c'est votre maximum. Vous concédez 8 tirs par match, c'est le 2e total le plus faible d'Europe. Vous avez la meilleure défense, vous avez la meilleure équipe de coups de pied arrêtés. Gabriel est votre meilleur joueur, 22 buts depuis qu'il est là à Arsenal, vital sur les corners, il en marque un contre l'Atleti, il donne une passe décisive aussi. Sur les coups de pied arrêtés, vous avez en plus des tireurs fantastiques, Declan Rice a un pied magique, quand Odegaard est là aussi. En fait, vos matchs... c'est pas forcément le plus gros kiff, mais vous avez les armes du foot moderne et quelque part, dans une certaine mesure, en train de redéfinir le foot moderne. Il y a beaucoup de forces d'Arsenal en 25-26 qui sont en train d'inspirer beaucoup de monde. Et sur les coups de pied arrêtés, vous avez été en partie pionnier, et sur les touches longues et sur beaucoup de choses. Pas les touches longues, pas que Liverpool à un moment avait un coach des touches longues il y a 3-4 ans. Mais donc ouais, cette structure-là, elle est dure à battre. Vous avez donc la meilleure défense, les meilleurs coups de pied arrêtés, l'effectif le plus profond d'Europe aussi, où je trouve qu'avec en plus la flexibilité positionnelle d'Arteta, mais les recrues que vous avez fait, vous avez tous les postes qui sont doublés / triplés, et vous pouvez avoir une petite crise de blessure où Saka a manqué beaucoup de temps. On n'a pas parlé dans l'infirmerie parce qu'elle est revenue, mais Saka a manqué beaucoup de temps. Madueke a step up. Madueke est out. Saka revient à un top niveau. Top niveau d'ailleurs. Depuis quelques matchs, niveau de Saka, très 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 costaud.
Odegaard est out, c'est pas grave, X est out, c'est pas grave, Havertz est out, machin. Vous avez juste un effectif très profond. Et alors, mon petit souci, c'est quand même un petit manque de créativité. Si je regarde les XG créés, vous êtes 16e sur 96 en Europe. C'est moins que Lens, c'est moins que l'OL, c'est moins que Crystal Palace, c'est moins que l'Espagnol Barcelone. On sait où réside votre force. C'est pas exactement dans la créativité. Mais bon, c'est méga efficace. Tu les as mis 3e du coup ou plus haut encore? 3e, parfait. Le Bayern, mon gars, c'est le Bayern, c'est pas mal. Le Bayern, pour moi, c'est peut-être l'histoire du début de saison. Comment est-ce que ça pourrait en être autrement? Ils ont gagné tous leurs matchs. 12 matchs, 12 victoires, même la pré-saison. Même en pré-saison, ils avaient tout gagné. 15 sur 15 avec la pré-saison. Leur dernière défaite au Bayern, c'est le quart de finale de Coupe du Monde des clubs contre le PSG, où honnêtement, ils avaient bien tenu tête. Ils avaient été bons dans ce match, et c'est défaite 2-0, mais c'était costaud. On a avec le Bayern une équipe compagnie en deux qui est redoutable. Ils n'ont pas encore affronté un top 5 mondial dans leur début de saison, mais ça arrive parce qu'il y a Paris et il y a Arsenal sur les 2 prochaines journées de Champions. Mais même malgré le fait qu'ils n'ont pas joué un top 5 mondial, ils ont battu sur le début de saison Chelsea 3-1, ils ont battu Dortmund, ils ont battu Leipzig 6-0 sur la première journée, un truc qu'on peut peut-être regarder en mode bon, c'est juste la Bundesliga et tout. Leipzig a plus perdu un match depuis. Leipzig, ils ont plus perdu un match depuis ce match contre le Bayern. Ils sont plus forts que le 6-0 ne pouvait le laisser penser. Ils ont battu Francfort chez eux 3-0 aussi, le Bayern. Ils ont passé tous les tests qu'ils ont eu en phase de 2, donc on peut pas trop leur reprocher de pas avoir battu un top 5 mondial. Ils en ont juste pas joué. Ils ont la meilleure attaque du monde. 27 buts en championnat, c'est 2 de plus que le Barça avec 2 matchs de moins. Ils ont déjà, le Bayern, sur le début de saison, toutes compétitions confondues, on est mi-octobre, on est le 23 octobre, ils ont déjà 44 buts. Le Bayern, là actuellement, sur les standards sur lesquels ils sont sur une moyenne de buts. S'ils la prolongeaient jusqu'au bout, ce serait la saison la plus prolifique de l'histoire des 5 championnats majeurs, au 21e siècle en tout cas. Donc ils marquent beaucoup de buts. Et c'est pas surprenant parce que Luis Diaz, il est arrivé, on a tout de suite vu la différence avec Sané. Avoir un droitier percutant, finisseur sur la gauche, ça aide. Michael Olise, c'est le meilleur ailier droit d'Europe du début de saison parce que Lamine Yamal a joué que la moitié des matchs. Olise, lui, il a été performant de A à Z. Même Gnabry en 10 a été très intéressant. Lennart Karl, l'autre jour, a eu des minutes, il les a exploitées. Et après, Kane est le meilleur joueur d'Europe du début de saison. Kane est à un niveau absurde, il est niveau Ballon d'Or. C'est le meilleur buteur d'Europe, 12 plus 5 en Bundesliga plus Champions. C'est le meilleur 6 d'Europe. J'exagère à peine, mais on le voit sur certaines séquences, notamment contre Dortmund, jouer milieu reculé, organisateur, un nouveau Busquets. Et il fait tout ça en pressant comme une mule aussi. Quand il est sur la première ligne, il est 89e centile en interception. Il est joueur total. Il est niveau Ballon d'Or. C'est Kane. Et le Bayern, en plus de ça, je trouve qu'ils ont réglé des problèmes de l'an passé. Donc là, on voit vraiment compagnie en deux. Et on voit des améliorations, par exemple, avec la prise de Jonathan Tah et le fait de voir Tah ou Upamecano plutôt que Kim, par exemple. Je vois moins de ballons dangereux perdus et je vois plus de passes tranchantes tentées sur le build-up. Donc il y a beaucoup de moments où le Bayern réussit à trouver des espaces intérieurs dès le départ. Il y a beaucoup de jeux combinés à l'intérieur avec Olise, avec Kane. Pavlovic aussi est en train de faire un très très bon début de saison. Ça aussi, avec Kimmich bien sûr qui a toujours sa qualité. Mais je vois beaucoup de passes tranchantes, Upamecano déporté. Et ce Bayern réussit à percer à l'intérieur tout en ayant beaucoup de largeur. Donc ils sont très très forts. Et en plus de ça, ils jouent ce début de saison sans Musiala et sans Davies. Tu pourrais dire 2 de leurs 3 ou 4 meilleurs joueurs. C'est vrai, j'oublie même que Jamal Musiala, j'avais oublié que... Enfin, pas, j'avais oublié, je me rappelle la Coupe du Monde des clubs, mais en fait, ça joue tellement bien que tu vois pas le manque que Musiala n'est pas là, effectivement. Donc, donc, quand eux vont revenir, ils vont peut-être passer à un niveau supplémentaire. On va voir, parce qu'effectivement, J4 contre le PSG, J5 contre Arsenal, ça va être d'énormes tests, et ça va nous permettre de décider vraiment où on les place. Mais ouais, Compagnie, pour moi, est en train d'être... c'est le breakout coach de l'année. L'année dernière, c'était la première année d'adaptation, mais il avait déjà
convaincu le vestiaire. Là, il est en train de s'imposer comme un des coachs les plus intéressants d'Europe. Il vient de choper sa prolongation d'ailleurs jusqu'en 2029, bien mérité. Et avec Kane, je me demande si il va pas y avoir la théorie du ketchup. Après tant d'années sans titre, l'année dernière, Bundesliga, cette saison, Champions, Coupe du Monde, Ballon d'Or. Tout ça est envisageable pour Harry Kane, parce qu'en plus l'Angleterre a trop trouvé un niveau spectaculaire. Ils sont trop forts en ce moment. Le Bayern est méga fort. La seule raison pour laquelle j'ai pas mis le Bayern premier, c'est que j'ai mis le Paris Saint-Germain avec juste un bullet point. J'ai juste une ligne sur le PSG, c'est jusqu'à preuve du contraire. Le PSG est champion d'Europe. Ils nous ont donné, je trouve, assez peu de raisons de douter en eux. Ils ont 13 buts sur 3 matchs de Champions. Ils ont battu le Barça à Barcelone. Ils ont eu ce méga test du coup en phase 2 que le Bayern n'a pas encore eu. Un top 5 européen vraiment face à eux. Et ils ont fait ça aussi avec tous leurs joueurs blessés. Et le football liquide de Luis Enrique, il est toujours aussi liquide, aussi fluide. C'est les champions d'Europe en titre avec un niveau délirant l'année dernière, avec un niveau all-time l'année dernière. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment montré qu'ils ont ralenti. Donc je mets encore le PSG premier à date, mais le Bayern s'approche. Et vous, si vous vous approchez dans un style totalement différent, vous, si vous êtes dans la conversation, c'est pour ça que je trouve que PSG, Bayern, Arsenal, c'est vraiment le trio qui est en train de se distinguer là, au 23 octobre. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est assez drôle de voir ça parce que, Paris, Bayern, Arsenal, c'est ça. Et toi, tu mets Bayern, Paris, Arsenal, 1, 2, 3. Et moi, j'ai mis... Où est-ce qu'elle est ma liste? Elle a disparu. Pourquoi j'ai perdu ma liste? J'ai dû faire une mauvaise Je l'ai ta liste. J'ai mis... oui, effectivement. Donc, j'ai mis Bayern, Paris, Arsenal. Oui, c'est là. J'ai Bayern, Paris, Arsenal. Alors qu'à la base, j'avais... en début de saison, j'avais Liverpool, Barça et Paris. Ça change beaucoup, tu vois. Genre, il y a un mois, j'avais Liverpool, Barça, Paris. Et là, j'ai Bayern, Paris, Arsenal. Je ne me mettais pas à Arsenal. Il y a genre un mois, je me mettais 6e ou 7e, tu vois, en me disant, bon, on va voir ce que ça va donner, machin et tout. Liverpool, je les mettais premiers en me disant, ouais, mais eux, là, ils vont... En fait, eux, je me disais, ils ont la baraka, mais la baraka va leur permettre de prendre du temps. C'est-à-dire qu'à force de gagner des matchs à la 90e, à un moment donné, le rythme va revenir, le niveau va revenir, ils vont commencer à gagner les matchs à la 60e. Donc, je me disais, Liverpool, il n'y a pas moyen qu'eux. Et pourtant, voilà ce qui se passe en ce moment. Donc, ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, voilà, à la fin, finalement, je mets le Bayern au-dessus de Paris un peu parce que je trouve que le Bayern a ce facteur-là. Maintenant, j'attends. Le mois de novembre va être très important pour les Bavarois. En championnat, il n'y a rien à dire. Ils sont au top. Ils ont tapé les meilleures équipes. Hein, Dortmund, Leipzig, machin. Dans leur championnat, en tout cas, ils ont déjà montré que c'est les meilleurs. Et c'est des matchs où il n'y a pas eu de fioritures. Il n'y a rien eu. Ils sont venus, ils les ont tapés clair, net et précis. Top performance de la part de Harry Kane. Aujourd'hui, ils ont un effectif que je trouve très bien étoffé. Ils ont fait un bon mercato. Luis Diaz, comme tu as dit, il a été au top. Hein. Franchement, il a ramené énormément de choses. Même son but là qu'il marque hier, j'ai beaucoup aimé. C'est voilà, boum, sous la barre transversale. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Les jeunes de l'effectif aussi, j'aime bien. Joshua Kimmich, c'est un patron. C'est un très grand joueur. C'est un très très grand joueur. C'est fou. En plus, même techniquement, il fait des trucs des fois, tu sais, c'est des gars qui peut-être qu'ils n'ont pas le profil, j'ai envie de dire, Roga Bonito un peu, donc des fois tu le vois pas forcément, alors qu'en réalité ils sont très forts, ils savent tout faire. Donc Kimmich sombrero, Kimmich petit pont, Kimmich une de centre machin complet. Donc non, moi je trouve que c'est une équipe. Moi je me méfie d'eux. Franchement, maintenant Paris a gagné des matchs, Paris a été au top. Paris a été sensationnel. La seule raison pourquoi je ne mets pas encore le PSG, c'est parce que je veux savoir, est-ce que... Au Bayern, j'ai des certitudes. À Paris, cette saison, je repars de zéro. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Moi, je prends le discours de Luis Enrique. Luis Enrique vous a déjà dit que Ousmane n'est plus ballon d'or. Il était ballon d'or. J'ai averti les gars. C'est comme Paris. Ils n'ont plus la Ligue des Champions. Ils avaient la Ligue des Champions. On cherche un nouveau gars. Donc, tu ne peux pas te baser vraiment en disant « Ouais, je suis champion en titre. » Non. Il y a quelques incertitudes que j'ai. C'est est-ce que Dembélé peut faire la même saison qu'il a fait l'année passée? Déjà, l'année passée, c'était une anomalie. On va être honnête. C'est pas comme si Ousmane nous avait préparé à cela, tu vois. Si Yamal fait une grande saison cette année, si Harry Kane fait un grand début de saison, est-ce qu'on est surpris? On connaît Harry Kane. Si Haaland fait un grand... On n'est pas surpris, en fait. C'est des gars, ils nous ont montré ça ça fait des années, ils sont premiers de la classe. Mais l'année passée, c'est le dernier de la classe qui a pris la première place. Donc, est-ce qu'il est capable de le refaire?
sa rentrée face à Leverkusen et son but me font dire que peut-être il est capable de le refaire. Donc là, maintenant, je commence à avoir un peu plus de certitude. Désiré Doué, est-il capable de le refaire? Son match la dernière fois, ses buts, sa manière de jouer en Ligue des Champions, comment est-ce qu'il élève le niveau, me fait dire que, ok, ils sont peut-être capables de le faire. Donc, c'est ça qui faisait que, avant le match face à Leverkusen un peu, je regarde cette équipe du Paris Saint-Germain et je me dis, ouais, il y a quand même quelques petits points où je suis pas forcément convaincu. Il vaut quoi, Zabarni, concrètement? Il vient d'arriver, mais l'année passée, c'était Pacho Marquinhos, c'était intouchable. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Les latéraux, il n'y a rien à dire. Ils ont les 2 meilleurs latéraux au monde. Le gardien de but, ils ont quand même changé de gardien de but. Ça ne veut pas dire que Chevalier est moins fort que Donnarumma, mais la réalité, c'est que Donnarumma, il a beaucoup plus d'expérience, de vécu que Chevalier. Il a vécu Donnarumma a été champion d'Europe ici, tu vois. Chevalier n'a encore rien vécu dans sa vie. Donc, ça fait que arriver dans un grand club comme ça, avec un coach comme Luis Enrique, avec une équipe qui vient de gagner et tu dois t'imposer, ça fait un gardien aussi qui peut-être n'a pas encore atteint son plein potentiel, tu vois. Le milieu de terrain aussi, il y a quelques blessés, les Neves, les Fabian Ruiz. Donc, il y a pas mal de choses qui me faisaient dire qu'à ce stade-ci de la compétition, je trouve que Paris est encore une équipe qui est possiblement prenable. C'est ce que je dis, c'est ce que je pensais. Ils ont joué le Barça, pas au Camp Nou, à Montjuic, et ils sont allés gagner là-bas. Donc, avec des gamins dont on n'avait pas de certitude l'année passée, mais qui deviennent des certitudes maintenant. Donc, il y a tellement de choses pas claires au niveau de Paris que je dis, ça reste encore le favori, mais je les mets juste derrière le Bayern parce que j'ai l'impression que dans un match aujourd'hui de 90 minutes, les Bavarois, là, s'ils arrivent, ils sont sérieux, ils te tapent. Franchement. Moi, c'est pour ça que j'attends Paris-Bayern, Arsenal-Bayern. Ça va être énorme. Extrêmement importants au mois de novembre pour nous permettre de savoir que vaut réellement le Bayern de Vincent Kompany face à des adversités top 4 Ligue des Champions, en fait. Ça va être massif. Et à ce stade, PSG et Bayern, les deux sont à 3 sur 3, 9 sur 9 en Champions. Ouais. Donc le classement de la Ligue des Champions va totalement dans le sens comme Arsenal. Le classement de la Ligue des Champions va dans le sens de notre classement. Le PSG, je les mets devant parce que je trouve que les certitudes de la saison dernière, j'ai continué de les voir cette saison en fait. Le match contre l'Atalanta, notamment la première journée de Champions, effectivement, je l'attendais un petit peu comme toi, en mode ok, une fois l'euphorie passée, est-ce que en vrai, c'était pareil. C'était le même football liquide, c'était la même démonstration de force. Et après, t'enchaînes avec le Montjuic. Et après, Leverkusen, tu leur en passes 7. Et en fait, pour moi, ils n'ont pas ralenti. Et peut-être même que si Dembélé fait une saison moins bonne, ils ont Seny Mayulu. Donc, aucun problème. Est-ce qu'ils peuvent tenir, d'après toi, est-ce qu'ils peuvent tenir toute la saison au même rythme en Ligue des Champions? Parce que Paris, historiquement, chaque fois qu'ils font des bonnes phases de poule, ils foirent. L'année passée, ils ont foiré jusqu'en décembre, on va être honnête, froidement. Après, ils se sont transcendés. Est-ce que Luis Enrique peut réussir à faire tenir Paris? Parce que c'est ça le but aussi. Hein. C'est est-ce que Paris peut finir top 3 là, du classement, normal. Peut-être ils sont normalement, comme le truc. Et aller jusqu'en finale et la gagner, en fait. C'est-à-dire, est-ce que Paris a toujours besoin d'un électrochoc? Est-ce que Paris, c'est pas le genre d'équipe qui a besoin d'être stressé de temps en temps? Je pense que l'identité du PSG, ça c'est le PSG d'hier, mais l'identité du PSG, elle a beaucoup changé quand même l'année dernière. Sur beaucoup de choses dans la mentalité, c'est devenu très différent. Donc, je crois pas qu'ils ont besoin de cet électrochoc. Et je me souviens l'année dernière, dans une partie de mon analyse après la finale de Ligue des Champions, c'était un peu comme le Thunder en NBA. C'était l'équipe la mieux positionnée pour devenir une dynastie parce que non seulement ils étaient champions avec un niveau de jeu historique, mais avec une des équipes les plus jeunes de l'histoire, avec le plus jeune 11 de finale de Ligue des Champions depuis l'Ajax 1995. Et donc je vois pas de raison de penser que ce PSG va s'écrouler cette saison parce que je vois pas de grosses alertes physiques par exemple. Je vois pas un 11 vieillissant et des mecs qui vont avoir du mal à tenir la deuxième année, tu vois, genre c'est pas comme la deuxième année de Flick avec un Bayern qui a un cœur âgé, tu vois, genre comme à l'époque. Ils sont très bien placés pour enchaîner avec un deuxième sacre. Ça reste la Ligue des Champions, ça reste très compétitif, très difficile, mais je reviendrai sur la seule ligne de ma page jusqu'à preuve du contraire. Point de suspension, jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve, elle peut arriver vite, parce qu'effectivement, PSG Bayern bientôt, mais jusqu'à preuve du contraire, je mets le PSG tout en haut. Et donc, après 2 heures, plus de 2 heures, on a enfin notre top 10. La première chose que je dois faire, Stan, merci tellement. Mec, t'es un crack, merci. 2 heures de vidéo, 2 heures de podcast. On a nos top 10. Le tien, je le répète, Naples 10, Chelsea 9, à la 8e place, tu as mis Liverpool, à la 7e place, tu as mis l'Inter, comme moi,
Ouais. À la 6e, tu as mis City. Ouais. À la 5e, tu mets le Real. À la 4e, tu mets le Barça. Et après, on a le même top 3, mais pas dans le même ordre. 3e, Arsenal. 2e, PSG. 1er, Bayern. Pour moi, le top 10, c'est à la 10e place l'AC Milan de Max Allegri. On verra s'il reste là en novembre. 9e place, Liverpool. 8e, l'Atlético. 7e, l'Inter de Kivu, qui m'intéresse beaucoup. 6e, le Real Madrid. 5e, le Barça. 4e, Manchester City. 3e, les Gunners. 2e, le Bayern. Et tout en haut, le Paris Saint-Germain. Ouf! Les gars, ceux qui sont encore là, sur YouTube ou en podcast, merci. On espère que vous êtes régalés. Nous, on a pris beaucoup de plaisir. Au bout d'1 heure de tournage, la vidéo, la caméra de Stan, elle s'arrête. Il me fait quoi? Ça fait déjà 1 heure? Ouais, ça allait vite. Mine de rien, c'est allé vite. Et ouais, c'était un régal de faire ce petit point d'étape. On aurait pu parler de quelques autres équipes en plus, mais Stan a bien parlé de Chelsea, qui, je suis d'accord, mérite sa place aussi dans le top 10. J'ai parlé un peu de Marseille. La seule équipe que j'aurais peut-être voulu mettre, mais je ne l'ai pas vue, c'est Porto, qui m'a l'air de faire un début de saison très intéressant, mais comme ils sont en dehors des 5 majeurs et qu'ils ne jouent pas la Champions, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de voir ce que ça vaut. Je vais regarder un petit peu plus en Europa League, parce que je me demande s'ils ne sont pas les favoris de l'Europa, en vrai, discrètement, comme ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'était notre top 10. On espère que ça vous a plu. Stan, un dernier mot? Non, tranquille, on se capte dans quelques semaines. Beaucoup de mots déjà. Voilà, pour savoir. J'ai même pas un dernier mot, je suis parti pour faire 20 mots. Vas-y, c'est bon, on se capte. Ça suffit, 2 heures, ça suffit. J'espère que votre séance de sport, elle s'est bien passée, votre yoga, il s'est bien passé, whatever vous étiez en train de faire, j'espère que ça s'est bien passé. Vos séances au pluriel. Vous avez eu le temps de faire une grosse séance là. Normalement, vous revenez congestionné, gonflé à bloc, et on espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé. Prenez soin de vous les potes, on s'arrache. On a duré trop longtemps, on s'arrache et on se recapte très très vite. Prenez soin de vous les potes. Bisous. À plus.